Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui je suis avec Nico. Donc aujourd'hui on va vous parler comme on l'avait fait pour les Tyrannides, mais cette fois-ci sur le Codex Tau. On va voir en fait quelles sont les forces et faiblesses du codex, comment il a évolué dans la méta, comment il a évolué dans le temps aussi, parce qu'il a été modifié par Games. Est-ce que c'est sympa à jouer? Est-ce que c'est chiant? Est-ce qu'il y a des trucs forts? Est-ce qu'il y a des trucs moins forts? Et on va faire comme pour le Tyrannide, quoi. C'est ça, bah c'est parti. Bon du coup, pour démarrer sur les points forts du Codex Tau, qu'est-ce qui toi, ton sens Moi, ressort? c'est quand même donc c'est un codex que j'adore déjà au niveau du design. J'aime beaucoup les mechas, Ouais. les Gundam, machin, tout ça. Ouais, J'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup l'association qu'il y a entre les armures super technologiques et des croûtes qui sont préhistoriques quoi à côté. Ouais. Et t'as tout type de gabarits. Donc t'as des grosses, des petites, des machins. Voilà. Ça me plaît beaucoup. Ouais, puis alors c'est une armée qui est quand même assez mobile sur table. Il y a quand même pas mal d'unités qui bougent raisonnablement bien avec des propulseurs, des choses comme ça. Il y a des choses qui frappent en profondeur. C'est une armée qui bouge bien. Ça bouge bien, ça prend bien la table. C'est aussi une grosse puissance de feu, évidemment. Là, on n'a pas parlé, mais ça paraît évident. Les taux, ça n'est que ça. C'est censé être les meilleures armes du jeu, normalement. Ça tire très fort. On verra, c'est que c'est pas forcément eux qui tirent le plus fort du jeu. Voilà. Mais ça tire très fort. Et puis, c'est aussi une armée qui est technique à prendre en main, déjà parce que ça se joue pas sur toutes les phases, puisque vous n'avez pas vraiment de corps à corps, en tout cas très peu, et puis aussi parce qu'il faut bien empiler les stratagèmes, les personnages, les détachements, les buffs de certaines unités, le ciblage, pour réussir à vraiment faire quelque chose au tir. Voilà, c'est ça. C'est pas quand on clé en commence main. à éliminer les planètes, on va vraiment faire très très mal. Après, on a quand même des unités qui peuvent très bien tanker. On a les armures qui se tankent très bien, donc on a du jeu sur table quand même. On peut même les envoyer au corps à corps s'il y a besoin. Voilà. Et on a des unités, par contre, à tout l'inverse, comme des croûtes qui volent comme du papier. Oui, c'est pas très résistant, mais en même temps, ils n'ont pas d'armure. Non. Après, il y a toujours un petit effet avec le Codex Tau qu'on peut retrouver souvent chez les gens qui débutent. Si vous alignez, vous, votre armée de Tau contre un joueur qui connaît mal le jeu et que vous jouez sur une table qui n'a pas assez de décor, vous allez l'oblitérer en 2 tours, et ça peut être très frustrant pour les gens. Le Tau garde cette image des fois un peu négative de c'est insupportable, il me défonce en 2 tours, j'ai plus rien, il m'a tout tué, mon char il s'envole dès qu'on voit un bout de canon. Bon, ça vient aussi du fait que quand vous maîtrisez moins bien le jeu, vous jouez moins bien sur les décors, le positionnement, le mouvement. En compétitif, c'est pas forcément l'expérience que les gens ont avec. C'est pas du tout le cas, mais après, ça, on verra aussi dans les mauvais côtés. Mais c'est vrai que c'est facile à prendre en main. C'est-à-dire quand même, les taux, comme ça se joue que sur une phase, et à la limite, la deuxième phase avec le mouvement, évidemment, mais on peut le prendre en main assez facilement. Et c'est vrai que, comme tu dis, contre des potes, s'il n'y a pas assez de décor, vous allez tuer tout le monde. Au début, c'est un peu l'armée qui est détestée, à cause de ça. Mais si vous faites l'effort de jouer vraiment avec plein de décors, etc., vous allez voir tout de suite que c'est beaucoup plus complexe à jouer, et qu'il y a un vrai plaisir quand même, mais qu'il y aura quand même match avec votre ami, quoi. C'est pas... Bon, l'autre avantage, c'est que quasiment tout est jouable dans les unités. Il y a quelques trucs qui sont peut-être un petit peu en dessous, mais globalement, quand vous les jouez pour vous marrer, il n'y a pas vraiment de choses qui sont à mettre à la poubelle direct. Et puis visuellement, comme tu l'as dit, c'est un truc qui pète, quoi. C'est le côté les Covenants de Halo, vous avez plein d'espèces extraterrestres qui fonctionnent ensemble. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans cet aspect-là de l'armée, mais si vous voulez, c'est un truc qui est plutôt joli sur la table. On peut jouer que du croûte, on peut jouer que de l'armure énergétique, de l'armure exo-armure, pardon. On peut jouer que de l'infanterie. Il y a vraiment plein de types de builds qui sont faits. Le codex n'est pas encore rincé, on va dire. Il y a toujours de la ressource, il y a toujours des trucs qui surprennent. Donc, on a encore de quoi sortir des trucs intéressants. On va en parler, d'ailleurs. Bon, du coup, au niveau des points faibles du codex, évidemment, c'est un codex qui est sorti tôt. Voilà, sans mauvais jeu de mots. Il est sorti tôt dans l'édition, et la plupart des codex qui sont sortis très tôt dans l'édition, ils ont peut-être pas la même létalité que les autres. Et c'est vrai que quand il est sorti, celui-là était quand même assez décevant. On n'avait que 4 détachements dedans, de mémoire. On n'avait que 4 détachements, Et un peu de déception sur certaines fiches d'unité, des forces d'armes pas correspondantes avec ce qu'on avait en tête niveau fluff, niveau narratif, des personnages comme Farsight, Longstrike qui disparaît, Uva, Onchi qui disparaissent, Farsight qui coûte 85 points pour le commandant suprême. Pour servir à rien. Oui, on avait un codex, en fait on avait un index qui était quand même relativement sympa à jouer, le Koyun était très violent, on avait les tétras qui permettaient de faire des full relances, donc alors avec Sustain 2, c'était un régal. Là ça atomisait tout, quoi. On était ravis. On arrive sur le codex, c'est très mou, les coups en poing sont remontés, on n'a pas compris. Ça a été difficile à la sortie du codex d'en tirer quelque chose. Ça s'est évidemment réglé avec les différentes dataslates. Le problème, c'est que
on joue un codex que sur une seule phase. Ouais. En fonction de la méta, ça peut ne pas être assez évident. En fonction de ce qui se joue en face, typiquement, le RK, quand on voyait 14 RK qui te rush la gueule, même manteau avec des grosses armes, au bout d'un moment, t'as pas assez, quoi. Donc, voilà. Le fait de pas jouer CAC, c'est problématique, hein, parce qu'on a à peine, à part les Krutox un peu, qui peuvent faire un peu semblant de faire du CAC. Ouais. Sinon, c'est un peu... T'as pas d'unité qui rentre dans un truc et le tue direct, c'est un peu costaud. Ouais. On attend les Crisis CAC toujours, hein, on les attend, on les a vus sur le... Voilà. L'infanterie, dans les détachements, en fait, on n'a pas de détachement infanterie. Ouais. Enfin, on manque un peu de diversité, je trouve, dans les détachements. On va pas se plaindre parce qu'il peut y avoir pire, hein. Des mecs comme ça qui ont été très blessés, mais on est parti qu'avec 4 détachements, 6 maintenant avec ce qu'on a eu. Ils sont tous jouables, par contre. Il y en a qui sont moins connus que d'autres, mais qui sont très jouables, on en parlera après. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas tous les thèmes des taux qui sont réunis. C'est très exo-armure ou auxiliaire. Ouais, c'est ça. Ça manque un petit peu de l'infanterie taux habituelle. Motorisée, et puis peut-être le côté reconnaissance, infiltration. Il n'y a pas forcément de détachement pour les Ghost Kills, les Stealths, les Pathfinder, les Piranhas. C'est censé être le code, mais ça marche pas. Ça marche pas très bien comme ça. C'est pas comme ça qu'ils l'ont construit. Bon, un autre point faible, c'est peut-être toute la partie mouvement. Comme on joue que sur le mouvement et le tir, c'est pas une armée qui a beaucoup d'outils pour les déplacements sur la table. Ça manque de stratagèmes pour les mouvements réactifs, ou l'inverse d'un surge, par exemple. C'est-à-dire que tu fais tirer dessus, comme les nécrons, tu recules, ou des choses comme ça. Tirer, rebouger. Voilà. Il y en a un qui fait on bouge, on tire, on rebouge, mais c'est dans notre phase à nous. Donc c'est à notre tour. C'est pas en réaction de l'adversaire. Et ça, c'est vrai que tous les autres codex, beaucoup de codex ont ça. Ça manque un petit peu au taux parce que ça lui donnerait des gameplays un peu différents. Surtout au niveau des crises et tout ça. Pour tenter des pièges, ce qui va bien narrativement. Pour vraiment, clairement, le faire avec ça. Bon, puis on a aussi, en dernier point faible, peut-être le fait que le codex, il est un peu mal aimé, il a un peu mauvaise réputation depuis le début de l'édition, et on comprend pas trop pourquoi, en fait. Non, il y a eu des versions où c'était ultra chiant de jouer contre du taux, c'était le château taux. Tes 2 piranhas et tes mecs derrière qui pouvaient pas se faire charger. T'avais les grosses riptides avec tout plein de drones dans tous les sens, et puis tu tirais dessus, mais ça partait sur les drones, donc tu devenais fou. Bon, oui, voilà, ça a traumatisé. Ouais. En V10, pas du tout. En V10, il y a un vrai jeu contre le taux. Je trouve que les parties sont super intéressantes. En général, même avec mes adversaires, on fait des trucs super fun. Non, il a une mauvaise réputation pour rien, à part d'être vraiment peut-être le tueur de débutants. C'est-à-dire que voilà, c'est vrai que si vous avez que 2 ruines sur table, c'est pas drôle à jouer contre un taux. Non, c'est ça. Si vous jouez avec 4 cartons à pizza et 2 boîtes de Pringles pour faire des tours de guet, c'est pas la peine. Ne jouez pas contre des taux parce qu'ils vont vous laver la tronche. Voilà. Si vous commencez à mettre en place les layouts au moins de Games Workshop, déjà vous allez un peu plus vous marrer. Bon, du coup, au niveau de la règle d'armée des taux, alors elle a été un peu modifiée, mais la règle actuelle, c'est vous prenez une unité, elle décide de guider le reste de l'armée en ciblant une unité ennemie, et toute l'armée taux qui va tirer sur cette unité ennemie va avoir +1 à sa CT. Voilà. En fait, ça a évolué. Avant, c'était unité par unité. Ouais. Alors, ce qui était un peu une hérésie, parce que les taux, ça a été la première armée à avoir la possibilité de tirer sur plusieurs cibles, avec des systèmes sur les armures, qui fait que, à l'époque où une unité pouvait ne tirer que sur une autre unité, dans les anciennes versions du jeu, pour ceux qui le connaissent, là, c'était une particularité des taux. On l'a perdu en V10 à cause du système où tu as une unité qui guide une autre unité sur une seule unité. Et si tu tirais ailleurs, tu te retrouvais avec -1 au CT. Donc, autant te dire, tu le faisais pas. Supportable. Donc, d'avoir des armures, des exo-armures avec plein d'armes différentes qui sont faites pour tirer sur des cibles différentes, ça rendait le truc injouable. Là, ils ont rectifié ça. Maintenant, on peut tirer dans tous les sens. Du moment qu'elle a été guidée par une autre unité observatrice, on va pouvoir profiter du bonus. Il y a même des unités, donc on va voir, qui vont filer des bonus par rapport à ça. Oui, c'est ça. Une fois qu'on a ciblé quelque chose, l'unité qui tire va avoir un bonus en plus de juste du +1 CT. C'est ça. Là où le bas blesse de cette règle, c'est qu'elle force déjà à aligner des choses pour avoir une létalité cohérente. Parce que globalement, si vous n'êtes pas guidé, vous tirez à 4, vous êtes de l'admec qui sert à rien, enfin ça ne fait pas de dégâts, faut dire les choses. Et donc ça vous force à avoir des unités qui sont là pour le ciblage, etc. Ça donne des structures d'armées qui sont très belles, des armées White Dwarf, parce qu'on a un peu de tout, certainement. Mais ça crée une petite difficulté en plus pour les jouer. Voilà. Il faut sortir l'unité qui va cibler
et l'unité qui va tirer. Donc il faut que les deux aient une ligne de vue sur la même unité, et du coup au tour d'après on va probablement en perdre une des deux, et en général c'est l'unité qui shoot qui disparaît et pas l'unité qui cible. Bon, et pour passer rapidement sur les autres changements qu'il y a eu depuis le début de la V10, déjà il y a eu la perte de pas mal d'unités, alors c'est pas cantonné au taux, il y a plein d'autres armées Toutes qui ont les perdu, armées, mais là les taux vous avez quand même perdu Onshi, Onva, Long Strike, les Tetra, toutes les Exo-Armure Forge World, ça fait quand même un petit pillage du volume de trucs, notamment au niveau des persos nommés qui étaient... Bon, Onshi, Onva, c'est quand même très emblématique de l'armée, ils sont là depuis le tout début, et c'est vrai que de plus pouvoir les jouer, c'est quand même un peu dommage. Après, ce qu'on a eu, c'est la refonte, on va dire, du gros canon de la Reptile qui est passé Force 10. Enfin, parce que ça fait partie des problèmes qu'on avait avec les taux, c'est qu'on a beaucoup d'armes, mais pas les bonnes forces. Et donc, à part le détachement qu'on va voir qui vous permettait de gagner le plus 1 en force, qui manque souvent, c'était un peu juste. Donc là, on a ça qui est arrivé et qui aide beaucoup. On a aussi, par contre, dans le codex, cette nouvelle façon de faire les crises qui, à mon sens, enfin moi, est très décevante, je trouve, parce qu'on est figé sur des archétypes, qui vont avoir très peu d'armes, finalement, donc beaucoup moins de létalité qu'avant. Il faut savoir qu'avant, on avait les crises avec 4 attaches, donc on mettait soit une arme, soit un petit bouclier, un truc, exactement. Et donc ça permettait d'avoir des escouades fun à monter, parce que tu faisais un peu ce que tu voulais dessus. Si tu avais envie d'avoir quelque chose de polyvalent, tu pouvais très bien mettre des plasmas et des lance-flammes à côté. Enfin voilà, tu pouvais faire un peu plein de choses différentes. Et puis surtout, coller à ta stratégie de liste. Maintenant, tu fais avec celle qu'on t'a donnée. Il y en a 3 types, on verra plus tard. Alors, on sait pourquoi ils l'ont fait, c'est pour de l'équilibrage, parce qu'effectivement, donner un seul coup en point pour une équipe full plasma lance-missile ou pour une équipe full burst canon, c'est pas la même chose, hein. C'est pas pareil. Donc ça se comprend, mais c'est vrai que moi qui ai joué tôt en 3ème édition et où je commençais à m'amuser justement avec ces points de montage, où chaque crisis avait ses propres options, où on avait même envie d'émenter les armes pour pouvoir les changer, comme si on fabriquait sa petite équipe d'intervention pour aller affronter l'ennemi, c'était assez sympa, et là on a perdu ce côté-là qui était quand même assez cool, moi j'aimais bien. Bon, on va passer maintenant rapidement sur les 6 détachements, et puis on va vous faire à chaque fois un peu le détail de ce qu'on trouve intéressant dedans, ce qui manque peut-être, les unités emblématiques, voilà, comme on avait fait pour les tyrannies, si vous avez vu cette vidéo. Le premier, c'est le cadre auxiliaire, c'est le détachement de Noël, de mémoire, qu'ils avaient sorti. Ou c'est le détachement de la Data Slate? Non, c'est celui de Noël, c'est celui de Noël, Donc la règle, elle est un peu... dans l'écriture, elle est compliquée, mais sur la table, elle n'est pas si difficile que ça. En gros, quand vous avez une unité auxiliaire, donc des croûtes ou des Vespides, qui sont à 9 pouces d'une unité taux et visible de cette unité taux, l'unité taux va avoir +1 à sa PA. Et à l'inverse, quand vous avez une unité taux à 6 pouces et visible d'une unité croûte ou Vespide, cette unité devient agent solitaire à 18 pouces. Donc, en gros, la règle vous permet de tirer plus fort avec des taux quand vous êtes à côté de vos auxiliaires, et vos auxiliaires, eux, en retour, sont moins faciles à cibler, donc vous pouvez garder le bonus plus longtemps. Même si 18 pouces, c'est relativement grand comme portée, et ça protège pas autant que ce qu'on pourrait penser. Non, alors c'est un codex qui marche, qui se joue quand même, on le voit. Ça demande énormément de doigté parce que, alors déjà, on est forcé d'avoir une unité qui guide pour avoir une unité qui tire dessus vraiment de manière à peu près efficace. Et en plus, il faut rajouter en plus une unité de croûte qui en plus est en carton, faut savoir. Donc globalement, si l'adversaire va vous tuer tous les croûtes, il y a plus de détachement presque. Mais ça se joue. On voit des fois ce détachement sortir dans les tournois parce que ça peut surprendre au niveau de la létalité. On va en parler, mais on a des armes qui sont assez intéressantes parce qu'elles vont gagner un palier en PA très intéressant. Sachant que surtout le taux, il a les PA des codex de début d'édition, donc il y a beaucoup de -1, un peu de -2, quasiment pas de -3, -4. Ce qui nous sauve, c'est l'ignore cover. Voilà, donc c'est vrai que d'avoir le bonus de PA et du ignore cover potentiel, c'est sûr que ça aide carrément. Bon, on va passer rapidement sur les améliorations de ce détachement. La première, c'est, ça se met sur un Shaper, un Mentor Croûte, et ça permet de donner frappe en profondeur à un pack de carnivores ou un pack de Farstalker, donc ça c'est les infiltrateurs Croûte, c'est la kill team. Bon, pour 15 points... On s'en sert pas trop de celui-là. Ouais, c'est pas... Non, s'il y a besoin, on se sert des Vespides, en fait, déjà, qui vont faire ça, bon voilà. La deuxième, ça va sur une figurine de l'Empire Tau hors Croûte, et à votre phase de commandement, vous pouvez choisir une unité croûte ou Vespide à 12 pouces, et vous allez lui donner +1 commandement, mais surtout +1 OC, ce qui fait que c'est très sympa pour prendre des points. C'est bien pour les... On va souvent se servir des chiens croûtes dans ce détachement, qui sont OC 0, sauf s'ils sont à portée d'un personnage, mais là, ça vous donne une autre option, à la limite, de leur mettre un +1 OC. Donc ça demande d'avoir un éthéré ou un commandeur sur lequel vous allez mettre ça.
que c'est pas forcément des unités qu'on va jouer, donc on le voit pas non plus trop souvent celui-là, mais il a son utilité parce que le plus un aussi, c'est quand même si vous êtes dans un gameplay où vous essayez d'empêcher l'adversaire de scorer, un petit pack de 5 V-Speed qui soudainement passe au C2, ça vous fait 10 d'OC, vous contestez un point avec une petite unité qui coûte quoi, 65 points, 65 points, ouais. Donc c'est plutôt pas mal. L'amélioration suivante, ça va sur une figurine croûte seulement, c'est seulement 10 points, et ça donne la capacité à cette figurine de guider pour le reste de l'armée. Bon, ça, c'est indispensable dans ce détachement. C'est auto-include, du coup, on le prend sur le petit lézard, enfin sur le croûte lézard, la salamandre, là, parce que lui, il est très fort, il bouge de 12, il va pouvoir guider, puis après tirer, rebouger derrière, se cacher, etc. Il est agent solitaire, il caque un petit peu, il va tanker pas grand-chose, mais le fait qu'il ait ce double move, c'est-à-dire qu'il bougeait après tirer, ça le rend plus tanky. Intéressant. Et donc, il est non opérative à 12 pouces, lui, par contre. Oui, c'est vrai que ça. Lui, c'est natif. Il n'a pas besoin d'être à côté des taux pour être agent solitaire. Et la dernière amélioration, ça va sur un marcheur taux, donc ça va être sur des crisis la plupart du temps, et ça va vous permettre de les faire arriver en frappe en profondeur un tour plus tôt, parce que ça va sur un marcheur qui doit déjà avoir l'aptitude frappe en profondeur. Donc ça, je trouve ça intéressant. Par contre, il faut être placé à 12 pouces d'unité croûte ou V-Speed, et toujours à 9 pouces de l'adversaire, donc c'est quand même assez limitant. C'est plus restrictif, en fait, dans ce détachement que dans partout. On a déjà ce genre d'amélioration dans plein d'autres codex, mais là, il y a une restriction en plus. Pourquoi ça. Donc en fait, ça vous oblige presque à jouer avec le côté, vous donnez Deep Strike à des carnivores, sauf qu'en fait, ça marche pas parce qu'ils pourraient pas arriver tour 1. Donc il faudrait un pack de croûte infiltré sur la table, et ensuite vous faites Deep Strike T1 à 12 pouces de votre pack infiltré. Bon, Alors, comme on n'a pas de stratagème qui va permettre un double move ou une chose comme ça, là vous faites Deep Strike une escouade de crisis, alors vous avez peut-être tué quelque chose, bien vous fasse, mais derrière vous êtes mort. Donc il faut être sûr du trade quand même. Et en plus c'est 25 points, c'est un peu cher. Donc c'est un peu cher. Alors, au niveau des stratagèmes, le premier, ça va vous donner +1 à la PA sur une unité croûte ou V-Speed, que ça soit au tir ou au corps à corps. Voilà, il y a des Croutox, en fait, tu peux leur passer leur canon à 7-2-2, ce qui est pas dégueu, donc voilà. Bon, les blasters à neutrons des V-Speed en 5-3-2, c'est pas ridicule non plus, ça annule une armure de mépris. En fait, eux profitent pas de ligneur cover, donc c'est vrai que ça aide. Bon, ça, c'est pas celui qu'on aime le plus. Vous n'avez pas le spammer, quoi. Non. Le suivant, c'est sur une unité taux, à votre phase de tir ou votre phase de combat, ça vous donne une relance des blessures de 1, ou une relance de toutes les blessures si vous ciblez des croûtes ou des V-Speed. On a très peu de relance dans le codex taux, mine de rien, ou alors il faut qu'on en fasse les guidages, et donc c'est vrai que là, de fait d'avoir un stratagème qui va nous apporter un peu de relance, c'est très intéressant. Parce que ne serait-ce qu'on met Shadow Sun avec une aura de relance des As autour, plus ça qui va permettre d'avoir une relance des As à la blesse, et ben ça évite peut-être d'avoir besoin d'un pack de stealth, de trucs comme ça, donc voilà. Parce que pour rappel, les stealths vont donner, sur l'unité qu'elles ont ciblée, qu'elles ont observée, ça va donner la relance des 1 à la touche et la relance des 1 à la blessure. Là, l'autre avantage, c'est que ça vous permet aussi de relancer des blessures sur une unité de croûte ou de V-Speed. Bon, les V-Speed, mine de rien, 2 tirs, force 5, PA-2, dégâts 2 avec assaut. Si vous commencez à relancer les blessures dessus, les packs de Space Marines en face rigolent pas beaucoup. Ça peut être intéressant. Le stratagème suivant, c'est à la fin de la phase de combat, vous ciblez une unité Empire Tau qui est éligible pour combattre. Si vous n'êtes pas au corps à corps, vous pouvez faire un mouvement normal de 6 pouces. Et si vous êtes au corps à corps, vous pouvez tout simplement vous replier. Par contre, vous ne pourrez pas embarquer dans un transport si vous avez déjà débarqué à ce tour. Si vous aviez débarqué d'un transport pour charger, ce que vous avez jamais fait en taux, je pense, parce que ce qui va dans les transports ne va pas au corps à corps, vous pouvez vous replier. Bon, ça c'est sympa, c'est ce qu'on disait, il manque peut-être des mouvements dans le codex, ça vous en donne. Ça nous en donne un peu, mais c'est pas du mouvement réactif par rapport à l'adversaire, toujours. C'est ça qui est le petit truc qui est un peu frustrant. Mais ça, c'est très utile. C'est toujours très utile. Ça, je rappelle, c'est à la fin de la phase de combat, donc ça peut être celle de l'adversaire. Si vous a englué un truc, mais qui vous l'a pas tué, il vous a englué une Riptide, il vous a englué un truc comme ça, bon bah, vous cassez et vous avoinez, ça c'est quand même ça peut permettre d'aller mettre de l'OC sur un objet, justement, voilà, plein de choses. Le stratagème suivant, c'est à votre phase de mouvement, vous ciblez une unité croûte ou une unité V-Speed, et jusqu'à la fin de la phase, au lieu de faire une avance avec un jet de dés, vous avancez 2-6. Donc bah, ça c'est pas mal. Bon. Oui, c'est une arme. Les croûtes, ça bouge à 7 dans la plupart des cas. Les V-Speed, ça bouge à 12, donc tu peux mettre un petit 18 pouces tour 1 pour aller balancer tes V-Speed sur un objet, faire un secondaire. En fait, ça permet de réorganiser un mouvement si tu as besoin de récupérer ta règle d'armée, surtout, de détachement, parce que c'est là où tu vas avoir un problème. C'est que ton adversaire, il voit très bien que si tu tues tes croûtes, il n'y a plus de règle d'armée. Donc il va t'étuer les croûtes. Mais il y a des trucs qu'il n'arrivera peut-être pas à choper parce que ça bouge quand même très vite, ça peut se re-TP, etc. Donc le fait de leur donner une advance à 6 pour aller rechercher... vraiment l'angle de vue qu'il y a besoin pour aider, pour avoir ce bonus, voilà, ça aide. Ça fonctionne. Ça sert quasiment qu'à ça, parce qu'après, on préfère garder les PC pour le reste. Le stratagème suivant, c'est à la phase de mouvement, vous ciblez une unité Empire Tau,
Et jusqu'à la fin du tour, cette unité peut avancer et tirer. Si par contre c'est une unité croûte ou V-Speed, vous pouvez aussi charger à un tour où vous avez avancé. Donc vous pouvez avancer, tirer et charger. Et si c'est juste une unité taux, vous pouvez avancer, tirer. Ça vous donne assaut, quoi. Ça donne assaut. C'est très utile parce que ça nous permet de jouer de la broadside qui est des fois un peu lente. Mais là, on a besoin de la faire se décaler pour prendre un angle de vue. La petite advance, ça peut aider. L'advance charge, ça pourrait, mais c'est pas ce qu'on va utiliser le plus sur le juto, quoi. Tu peux te dire que pour 2 PC, tu fais un pack de ravageurs Krutox qui bouge à 13 auto et ensuite qui charge. Mais bon, ça reste des portées de menace nettement inférieures à ce qu'il y a dans des armées de CAC. Et au final, c'est 2 PC pour faire ça avec l'avance auto à 6 plus l'avance charge. On le fait pas. On le fait pas. Le dernier stratagème, c'est à la phase de tir, sur une unité Empire Tau hors Croûte et V-Speed, qui n'a évidemment pas encore tiré, et jusqu'à la fin de la phase, vous avez plus 1 en force aux armes de tir, et si votre unité est entièrement à 9 pouces d'unité Croûte ou V-Speed, alors c'est plus 2 en force au lieu de plus 1. Bon, ça c'est bien. Ça, c'est très très fort, et c'est ce qui fait que le détachement est très intéressant. Parce qu'on va passer plein de paliers maintenant. Oui. Alors, on a joué beaucoup à l'époque avec la Riptide en canon Gatling, parce que du coup, elle est force 6, moins 1, 2 de base, elle passe 6 moins 2 quand c'est guidé avec le bonus de groupe, donc déjà le moins 2 in your cover, ça devient quand même très intéressant. Et derrière, du coup, vous mettez ça, elle passe 8 moins 2. Donc là, elle blesse les Space Marines à 2+. Là, ça dégomme. Et là, ça commence à dégommer. Un tir de full grim. C'est ça. Et ce stratagème, il sert aussi maintenant que la Striptide, elle est passée force 10. Oui. Et ben là, elle passe force 12. Donc là, pour taper dans des véhicules, elle est quand même flat 4, ça rigole 0. La force 12, c'est la plus haute endurance du jeu, à part un grand il y a 2-3 trucs en force 13, mais sinon, voilà. Avec ça, ça nous permet vraiment de passer donc des paliers intéressants. Et de faire très très mal, c'est pareil, même ne serait-ce que les fuseurs, de force 9, ils passent force 11, donc ils blessent un IK à 4+, quoi. Ça, enfin, voilà. Vous l'avez peut-être vu dans le rapport de bataille Drukhari versus Deathwatch. Alors, en Drukhari, on s'en fout de force 9 ou force 11, mais passer des fuseurs force 11, ça rigole pas du tout, ça fait mal. C'est ça. Du coup, sur ce détachement, on a quelques unités iconiques. Après, on expliquera comment on va jouer. Mais c'est vraiment la Riptide, donc pour ce que je viens de vous dire. Ce bonus de force, le lézard. Ouais, le Solilance en français, le Lone Spear, le mec sur sa salamandre. C'est 12 de mouvement, du 5, sauvegarde seulement à 5 sans invue, donc voilà. Bon, 6 PV et OC2, ce qui, mine de rien, peut être intéressant. Bon, ses tirs, c'est pas si anecdotique que ça, cela dit, il a quand même une javeline, des 6 tirs, force 10, perd moins 2, dégâts 2, déflagration et assaut, donc ça lui fait quand même 12 de move plus une advance plus un tir. Et au corps à corps, il a les attaques de sa salamandre, 4 attaques en 5-1, bon, incroyable. Et puis il a sa petite lance qui a la règle lance, mais c'est force 4, perd moins 1 dégâts. Bon, il est pas là pour faire beaucoup de dégâts. L'avantage, c'est qu'il est agent solitaire à 12 pouces, donc voilà, il a discrétion, et il a scout 7, donc il vous permet de prendre la table relativement rapidement, et de positionner une figurine pour que quand vous avanciez avec le reste de votre armée, bien vous ayez votre bonus de PA, etc. Le truc, c'est qu'on a... Alors, il va donner aussi un autre bonus, il va finir à la full relance des touches au croûte quand il touche quelque chose. Donc, ça peut être sympa, ça peut quand même donner un peu de létalité, surtout qu'on n'oublie pas que pour un PC, on est aussi full relance des blesses. Exactement. Donc, un pack de 3 Krutox qui commence à tirer sur la cible du lézard, full relance touche et blesse. Ça commence à faire des dégâts. Sachant qu'en plus, lui, quand il a tiré, il peut rebouger de 6 pouces, donc se recacher. C'est ça, donc là, sur la géométrie de table, c'est ça qu'on va faire. C'est que le lézard, on peut l'amener à 9 pouces pour que les copains profitent de ça. On lui met l'amélioration pour qu'il puisse guider, comme ça, c'est lui qui va guider pour ses copains, d'ailleurs, qui sont tôt en armure, etc. Et quand il a tiré, du coup, à la fin, il s'en va. Et il se retrouve à être à plus de 12, donc déjà le NOP. Donc après, sur des cordons qu'on va faire, etc., on va se permettre de le sauvegarder, même si, finalement, il est très fragile. Celui-là, il se fait attraper, il est mort, de toute façon. Oui, après, il coûte que 80 points pour un profil qui, bon, mine de rien, il y a du PV quand même il n'y a pas trop de save, qui est dur à attraper, et puis en plus, il est super classe. Il y a des trucs de peinture qui sont fous. En autre unité iconique qu'on a, justement, qui va accompagner très bien ça, c'est les chiens croûtes. Oui. Parce que du coup, ça bouge très vite, ça va profiter du fait que c'est un personnage, donc ça va gagner de l'OC quand c'est dans la bonne distance. Et les chiens croûtes, c'est très rapide, ça advance charge aussi. Ça advance charge nativement, s'ils sont à 6 pouces d'une unité croûte amie. Voilà. Potentiellement, on peut leur foutre une advance à 6 auto dans ce détachement, donc voilà, ils font 18 plus leur charge. Et puis ils ont scout, ce qui vous permet là encore de faire des cordons, de boucher. Ça permet d'aller foutre un pack de chiens croûtes qui va être au milieu du dispositif adverse, parce que même si c'est pas très costaud sur la charge, il suffit que vous chargiez un rhino adverse, ils vont être là, et ils seront en vivant, et le gars va devoir les gérer, ça va faire du move block, mais en même temps, vous allez profiter du bonus sur tout ce que vous avez tiré autour. Donc voilà, ce sont très intéressants.
Bon, et puis évidemment, la Riptide, qu'on peut mentionner ici, mentionner, là tout de bien suite, sûr, ouais. elle sera utile dans beaucoup d'autres détachements, Oui, bien mais sûr. on va vous la passer en revue maintenant. C'est mouvement 10, c'est endurance 9, c'est sauvegarde à 2+, et invulnérable à 4+, 14 PV et OC 4, sachant que c'est quand même un assez gros socle, donc c'est pas très compliqué d'aller mettre un petit bout de doigt de pied sur un objet. Et après au tir, vous lui mettez soit le gros canon qui est 6 attaques, force 10, -3, dégâts 4 quand vous le surchargez, donc dans ce détachement potentiellement force 12, ce qui est quand même violent, ou alors vous lui mettez la grosse Gatling qui est 12 attaques, force 6, PA-1, dégâts 2, qui du coup va passer facilement, PA-2, et peut-être force 8 dans le détachement, avec des portées 36 pouces pour la Gatling, 72 pour le canon, donc voilà, ça tire de loin. L'avantage, c'est qu'en plus, donc elle se désengage tir nativement, elle vole, donc pour la bloquer et l'empêcher de tirer, c'est quasiment impossible. Elle est même pas blast, elle a 2 drones missiles derrière en plus qui vont faire donc 4 tirs, 7 -1, 2 en plus, qui vont aussi profiter du stratagème, qui vont aussi profiter donc ils vont passer force 9, PA-2, dégâts 2 si vous avez mis le strata, etc. Donc ça en fait une plateforme de tir super impressionnante. Et surtout, assez tanky, parce que Save à 2, mine de rien, c'est compliqué à gérer dans le... On est obligé d'y mettre des grosses armes. Ouais, 14 points de vie, voilà, ça se tombe pas. Il faut plus de 2 coups de canon laser pour la dégommer. Voilà, comme elle a une invuln à 4, vous multipliez par 2 en stat le nombre de coups qu'il faut lui mettre. Donc c'est au moins 4 ou 5 tirs de canon laser pour la sortir, ce qui est pas évident. Non, clairement pas. Pas évident. Et puis, elle ignore les modificateurs avec son système de soutien, là, modificateur à la touche. Et elle a Devastating Wound, donc blessure dévastatrice une fois par bataille. Bon, du coup, comment tu le joues sur la table, celui-là? T'essaies de mettre quoi en place comme type de gameplay? Donc, en fait, c'est ça. Il faut arriver à combiner. Alors, il y a plein de façons de jouer les détachements. Tau, c'est une armée qui n'a pas d'archétype très défini, à part un ou deux dont on va parler, mais sinon, voilà. Là, il faut arriver à placer donc ces croûtes, comme je disais, avec le lézard. C'est vraiment ça qui va être structurant sur votre partie. Et derrière, d'avoir suffisamment de mobilité sur les armures pour venir prendre les lignes de vue comme il faut. Ce que j'aime pas trop, moi, dans ce détachement, c'est que globalement, vous pouvez pas vous permettre d'amener le jeu là où ça vous intéresse. C'est-à-dire que vous allez chercher vous-même vos lignes de vue. De toute façon, en taux, il y a 2 façons de jouer. C'est soit on va chercher ces lignes de vue avec le mouvement, soit on amène le jeu là où on a envie. Comme ça, on profite que ce soit dans les axes de tir pour vous obliger l'adversaire à se mettre dans des endroits où vous allez pouvoir le dégommer. C'est ça. Et donc, la première, c'est le plus risqué parce que vous vous déplacez, donc vous vous mettez forcément à découvert, enfin, vous vous exposez à votre adversaire. Pour lui tuer un truc, si vous rebondissez, voilà, c'est sanction directe, et c'est comme ça qu'on a tendance à perdre des parties. Donc ce détachement-là, il ne vous permet pas trop d'être sur la deuxième phase, c'est-à-dire de forcer le jeu là où vous voulez, parce qu'en fait, l'adversaire, il va vous chasser des croûtes très rapidement, donc vous allez devoir les gérer, les jauger, les envoyer petit à petit. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on le contre, on tue les croûtes. Il faut rentrer fort dans les croûtes. Faut les chasser. Le problème, c'est que dans le Codexto, les unités auxiliaires, c'est souvent vos unités un peu d'ouverture, c'est les infiltrateurs, c'est ceux qui vont vite, c'est ceux que vous sacrifiez en début de partie, sauf que là, si vous les jouez comme ça, vous avez plus de bonus tour 2, quoi. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que c'est très lisible pour lui, il voit des croûtes, il voit des Vespides, il les défonce dès qu'il peut. Ça part quand même assez vite avec du tir sans ligne de vue, des choses comme ça, c'est pas très solide. Donc une fois qu'il n'y a plus ça, forcément ça rebondit un petit peu plus. Donc voilà, et votre structure d'armée, elle demande du coup d'avoir des croûtes, d'avoir quand même des stealths ou des pathfinders ou des choses qui vont guider, qui vont aider, et d'avoir de la puissance de feu derrière. Donc c'est pas facile à utiliser comme détachement. C'est fun parce que vous jouez un peu de tout. Donc en amical ça peut être fun, mais si vous débutez, c'est vraiment pas celui-là qu'il faut. Voilà. Même si, effectivement, c'est ce qui représente peut-être le mieux le côté empire-tau inclusif, on met toutes les races dedans, même si c'est des boucliers chars à canon, mais ils sont quand même tous acceptés. Donc, si c'est ce côté-là qui vous plaît, c'est ce détachement qu'il vous faut, mais c'est pas le plus facile à maîtriser. Bon, le détachement suivant, c'est celui de la Data Slate de mémoire, du coup, c'est le cadre de prototypes expérimentaux. Donc la règle, elle est simple, c'est plus 6 pouces à la portée de toutes les armes des unités de taux. Ce qui est cool. C'est super cool. Moi, j'aime beaucoup. C'est un détachement qu'on voit pas du tout. Personne ne joue. Que les choses soient claires. Moi, je performe avec. Je joue ce détachement. J'aime beaucoup. Et il a plein d'armes super intéressantes. Et la portée de plus 6 pouces, ça vous donne des fuseurs qui tirent à 18. Mine de rien, ça, c'est l'ancien Borkan, je crois, à l'époque. Et en fait, c'est pas imba, mais ce qu'on va voir, c'est après dans les stratagèmes surtout. Bon, les améliorations, on va pas vraiment passer dessus parce que c'est que des améliorations d'équipement. Ça buff une arme particulière sur un commandant en exo-armure. Ça va lui donner soit des bonus à la force, soit des bonus de dégâts, soit des bonus de PA. Ça peut être intéressant. Ça peut faire des gros tons, c'est vrai. On peut avoir un Melta 4 Force 12 en fuseur sur un machin. Bon,
c'est bien, mais globalement, c'est ultra restrictif. C'est que pour les Le crisis. commandant lui-même. C'est un peu dommage. J'en aurais aimé ouais. qu'il y ait une seule amélioration qui offre, en fonction de l'arme du mec, ça lui améliore son arme. Voilà. Et d'autres choses à côté, parce que du coup, c'est un peu, un peu limité. C'est des améliorations qui boostent que le porteur, pas l'unité, hein, ce qu'on appelle les améliorations égoïstes. Et c'est vrai que c'est toujours un peu décevant parce que vous ne rechangez pas le gameplay d'une unité particulièrement avec une amélioration, ce qui est un peu dommage. Ni le gameplay de votre armée en elle-même, quoi. Les stratagèmes sont plus intéressants par contre. Le premier, ça se fait à votre phase de commandement. Vous ciblez une unité exo-armure et vous allez la soigner de D3 plus 1 PV. Donc sur une figurine de l'unité, évidemment, pas toute. Et c'est quand même sympa. C'est très bien. Parce que ça, c'est un stratagème qu'on peut utiliser à sa phase de co, à la phase de co adverse. Si vous avez une riptide que le gars, il a pas assez de létalité pour vraiment arriver à la sortir, mais ça va être un cauchemar. Une Ghost Kill, hein. ou la Ghost Kill. Les Ghost Kills sont déjà assez pénibles à tuer. Il faut passer outre les deux drones qui annulent une attaque. Et ensuite, il faut passer outre l'invulnérable, la discrétion, le lone-up. Non, pas la Ghost Kill, il n'y a pas la vulnérable, mais oui, t'as le lone-up, la stealth, etc. Voilà. Bon, et du coup, il faut, si en plus elle régène en stade 3 PV, c'est chiant. Hein. Ouais. C'est très chiant. Le stratagème suivant, ça se fait à la phase de tir ou de corps à corps adverse, quand il vous a sélectionné comme cible. Vous ciblez une unité exo-armure, et jusqu'à la fin de la phase, si la force de l'attaque est supérieure à l'endurance, il y a -1 pour vous blesser. Donc, stratagème de résistance. On a une Riptide qui est en du 9, on a une Ghost Kill qui est en du 8. L'endu 8 sur les fuseurs, ça déjà, t'as les fuseurs qui blessent à 3. Tu lui mets ça, tu lui mets -1 blesse, ça lui permet de tanker encore mieux. Donc là, on a 2 stratagèmes d'affilée qui permettent d'améliorer le tanking sur des unités qui sont déjà très tanky. Hein, donc, faut pas l'oublier. Taille dans -1 pour blesser avec ses 14 PV et son invuln. Là, ça commence à vraiment être fort. ça peut énerver l'adversaire. Le stratagème suivant, c'est à la phase de tir. Vous ciblez une unité tôt jusqu'à la fin de la phase. À chaque fois que vous jetez le nombre de dés pour le nombre d'attaques que vous allez faire avec l'arme, eh bien, vous pouvez relancer ce dé. Bon, ça n'est utile que sur les lance-flammes. Oui, c'est ça. Mais on s'en sert jamais. Oui, bon, voilà. Moi, je m'en sers pas. Ce détachement, je joue pas pour ça. Je joue pas les crises dedans. De toute façon, les crises à lance-flammes, je crois pas que ça soit celle qu'on voit le plus souvent sur la table. On en voit un peu en rétaliation, mais là, dans ce détachement-là, non. C'est pas si intéressant. Ça vous fait des lance-flammes à 18, dans ce détachement. Mais bon, Bon, pour l'Overwatch, éventuellement. Ça peut être chiant. Pour un PC, à votre phase de tir, vous avez une unité tôt et vous allez lui donner plus 1 en force pour le tir, ou alors vous allez lui donner plus 1 en force et plus 1 PA, mais dans ce cas-là, vous surchargez, vous êtes à risque, donc vous risquez de vous prendre des blessures. Et évidemment, ça fait partie des stratas que vous pouvez pas cumuler avec un des autres stratagèmes qui donne aussi un autre bonus sur le tir. On peut pas mettre les deux sur le même, mais on peut mettre les deux différents. Sur 2 unités différentes. Là, ce que je trouve très fort, en fait, dans ce détachement-là, c'est les packs de 3 broadside. Et parce que on va avoir, donc toutes les armes vont gagner en portée, ça on s'en fout un peu parce qu'on est déjà portée 72, donc ça c'est pas gênant. Mais par contre, la broadside, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a un feel no pain, sur les mortels, donc 2-3. Donc là, vous hésitez pas, vous surchargez, vous mettez plus force plus 1 PA sur toutes ces armes, ça fait une plateforme de tir abominable. Et derrière, si vous allez vous faites faire un sur le jet de risque, vous stat, je crois qu'on perd 3 PV ou 2 PV sur un pack qui a 24 points de vie quand même. Donc c'est pas très gênant. Et ça permet d'avoir une létalité et surtout de passer des paliers, parce que ce plus 1 force, toujours pareil, la Riptide, elle passe force 11, donc elle tape sur des gros châssis type IK et KRK, tout ça. Les force 8 peuvent passer force 9 et blesser, donc les transports à 3, à 4+, etc. Voilà, ça fait passer plein de petits paliers. Le tir sans ligne de vue avec plus 1 force, plus 1 PA, on annule le fait que l'adversaire est le couvert, donc là, les petites unités un peu planquées, type Eldar, type Drukari, type Gardin, ça dégage. Hein. Donc ça, c'est sympa aussi. Hein. Le stratagème suivant, c'est à la phase de tir. Vous ciblez une unité Empire tôt, vous lui donnez soit touche soutenue, soit touche fatale, ou si vous surchargez, vous avez les deux, mais vous devenez évidemment à risque. C'est génial. Donc c'est celle-là que vous pouvez pas cumuler avec le bonus de force et le bonus de PA. C'est l'avantage, c'est ça. On peut le sortir dès le T1, ça, donc on n'est pas obligé d'attendre. On peut avoir létal et sustain en même temps, et pour certaines armes, c'est vraiment golden. Donc c'est un très très bon strata. Évidemment, on fait pas surcharger n'importe quoi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Riptide, souvent, on la fait surcharger tout le temps, déjà, avec son arme principale. Donc, vous allez juste rajouter le surcharge sur les 2 drones. De toute façon, vous avez déjà un jet de risque. Voilà, vous allez faire des jets de risque. C'est sûr qu'on s'amuse pas à faire ça n'importe comment, mais ça peut apporter le gain de létalité qui va manquer à certains moments, qui fait qu'on va vraiment passer des caps. Surtout si vous pouvez cumuler ça avec une relance D1 pour toucher, par exemple, du coup, vos 1, si vous faites un 6, paf, c'est un d'une touche soutenue. Ah oui, non, mais c'est vraiment... Statistiquement, c'est vraiment un truc intéressant. Et le dernier, c'est pour un PC toujours, à la phase de tir de l'adversaire, après qu'il ait choisi une unité de crisis sur laquelle il va tirer, eh bien vous êtes agent solitaire à 18 pouces, donc l'adversaire peut juste pas vous cibler.
Ou alors, si vous a ciblé et qu'il y a quand même qu'une ou deux figurines qui peut tirer, et ben il tire qu'avec les 2 figurines et pas avec le reste. Et donc vous protégez quand même pas mal. C'est très fort, comme je disais. Moi, c'est un détachement où je joue pas les Crisis. C'était censé être géré pour ça, mais non, je joue pas de Crisis. Je vais rester sur Ghostkill, Broadside et Riptide en fait. Et donc je me sers pas de ça. Mais évidemment, c'est un stratagème intéressant parce que vous avez des Crisis avec des missiles qui font 30, qui passent à 36 de portée du coup. Ça tue bien. Le missile, il adore ce plus 1 force, plus 1 bless, plus 1 PA parce qu'il va passer force 8, PA-2, dégâts 2. C'est un palier extraordinaire parce que là, vous faites vraiment des dégâts sur des Space Marines. Les packs de 20 berserk que là, jouer les Crisis, le plus 1 force sur des Melta et le plus importé, ça veut dire que vous êtes en Melta, c'est Melta 2 de mémoire, les fuseurs tours. Vous êtes en Melta 2 à 9 pouces au lieu de 6, ce qui est vachement mieux. Et en plus, vous pouvez passer force 10. Et bon, le PA-5 sur le Melta, bon, c'est pas vital, mais force 10, ça passe des paliers. Il y a plein de trucs en endurance 9 que vous allez du coup blesser sur du 3+, et là, ça punch quand même pas mal. Quoi. Oui, clairement. Bon, du coup, les unités emblématiques pour ce détachement, c'est quoi les trucs que tu veux? Alors moi, ce que je préfère vraiment dans ce détachement, c'est le pack de 3 Broadside. Oui, bon, les Broadside, c'est un beau profil. Hein. On a un gros profil, on peut les soigner, on peut leur mettre moins 1 bless. On peut leur mettre du coup les bonus qu'on a vus au tir. Oui, puisqu'elles ont un insensible à 2 leur à 4 contre les. On les équipe en général. Alors, les deux marchent. Canon rail, c'est ce qu'on voit le plus souvent évidemment parce que ça a une polyvalence, parce que ça tape très fort, ça fait de la déva. 2 attaques, force 14, PA-4, dégâts D6 plus 1, blessure dévastatrice à 60 pouces. Donc c'est ça passe à 66 pouces. À 66 pouces. Donc ça touche partout. Il y a aussi la version missile qui est super intéressante parce que c'est comme je disais, les missiles, là ils font 30 tirs de missiles, le pack de 3. Donc c'est 7-1-2 qui va passer 8-2-2 avec le strata surchargé évidemment. Et c'est jumelé. C'est jumelé, enfin vous moissonnez. Ça c'est vraiment une unité que j'aime beaucoup. On est sur de l'endu 5, endu 6, 8 PV, ça y va 2. Voilà, c'est ça, c'est C2. Au C2. Bon, ça bouge pas. Voilà, ça bouge à 5. Voilà. Ça bouge à 5. Donc et vous n'avez rien pour leur donner dans ce détachement, assaut ou un truc comme ça. Donc vos lignes de vue, elles sont pas évidentes à aller chercher. Ouais. C'est pour ça quand vous allez devoir créer le jeu, et quand je parle de créer le jeu, c'est-à-dire que vous vous positionnez typiquement avec les Ghostkill, moi c'est avec ça que je joue le plus. Ghostkill, ça vous permet d'avoir des unités qui sont non opératives, qui vont forcer l'adversaire à se rapprocher. Oui. Vous allez pouvoir les mettre en difficulté, c'est-à-dire près de l'adversaire, sans craindre vraiment les charges, parce que globalement au trade, il y a très peu de choses dans le jeu qui peut tomber la Ghostkill en coûtant que 160 points. Oui, c'est clair. Donc ça, c'est ça. Pour rappel, la Ghostkill, c'est en du 8, c'est 12 PV, sauvegarde à 2, OC3, et c'est évidemment infiltrateur, c'est discrétion, et c'est agent solitaire. Et il y a 2 drones stealth qui du coup vous permettent de dire, au moment où vous avez une attaque qui vous est allouée, type canon laser, type truc dégâts 4 et tout, vous dites, bah ça dégage, j'enlève un de mes drones, et celle-là, elle n'existe plus. Donc c'est un truc qui a tué vraiment compliqué. En fait, en général, si vous connaissez pas la Ghostkill, vous la tuerez pas. Voilà. Vous allez sous-estimer. La première partie que j'ai faite contre Leto, c'était contre toi en V10 où tu m'as mis un généreux 20-0 où la Ghostkill j'ai chargé avec un pack de vétérans Deathwatch et un Watchmaster, bah je l'ai pas tué. Non. Et c'est un pack à 300 points. Ouais. On lui met moins un bless et ça. Ouais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la Ghostkill elle peut désengager tir. Mais du coup, vous avez créé le jeu parce que si vous faites charger sur la ligne de vue des broadsides qu'il y a derrière, ça va plié. Voilà. Donc voilà, c'est le système de jeu comme ça fait que vous exposez pas les ressources qui sont trop risquées chez le taux, mais par contre, vous allez profiter de faire en sorte de forcer l'adversaire à jouer là où ça vous intéresse, comme ça, vous profitez à bord des broadsides. Et ce qu'on peut parler aussi de la Storm Surge, parce que s'il y a un détachement où elle est jouable et qu'elle est rigolote, c'est dans celui-là. Parce que il va profiter de tous les trucs. Bah, la Storm Surge, c'est en du 11, ça y va 2, un Vulna 4, 20 PV, c'est votre titanesque un peu, en taux, enfin d'ailleurs pas un peu, c'est votre titanesque. Il est au C6, il bouge à 8, et après en tir, il a une palanquée de trucs plus ou moins violents, mais vous avez le canon à pulse qui est déflagration, D6 plus 3 tirs, force 12, PA-3, dégâts 3, donc ça c'est le tueur de thermie, le tueur d'élite, tueur de custo. Vous avez en truc un peu violent aussi le Blast Canon, qui du coup porte mal son nom parce qu'il a pas. Il n'est pas blast du tout, oui, c'est ça. Qui est du coup soit 2 tirs à 24 pouces, force 24, PA-6, dégâts 12, donc ça c'est l'anti-night. C'est le flat 12, quoi. Voilà, anti-night, anti-véhicule en fait, globalement. Ou alors vous avez le côté un petit peu plus réduit, qui tire à 48 pouces, mais qui fait 6 tirs, force 10, PA-2, dégâts 4, donc là encore le tueur de thermie, truc comme ça.
Et en fait, ce qui est intéressant de la Storm Surge, c'est que donc comme c'est un titanesque, il suffit qu'elle mette un orteil dans une ruine, Et elle voit tout ce qui est derrière. ouais. Et à partir du moment où elle bouge plus, toutes ses armes sont heavy. C'est ça. Et donc en fait, vous la positionnez en début de game, après elle bouge plus de la game, et elle touche à 2, relance des as en général, parce qu'elle touche à 3 de base, mais si elle est guidée, plus 1 CT. Je rappelle, elle a heavy, ça donne plus 1 au jet pour toucher, mais du coup ça se cumule avec le plus 1 à la CT. Hein, vous n'avez pas le droit d'avoir 2 plus 1 pour toucher, mais vous pouvez avoir plus 1 CT et plus 1 pour toucher. Donc quand elle est guidée, elle touche à 2 plus si elle n'a pas bougé, ce qui fait que c'est très très stable pour dégommer du véhicule, pour dégommer de l'élite, c'est ultra efficace. Voilà. Après, comment ça se contre quand vous jouez contre quelqu'un qui va jouer ce détachement? De toute façon, vous savez qu'il a la portée, donc ça sert à rien de rester caché chez vous. Faut lui rusher dessus, hein, le taux, et faut aller viser toutes les unités de ciblage déjà en priorité. En général, les gens se focalisent trop sur les unités qui font mal, mais si vous tuez pas les unités de ciblage et que vous rebondissez sur les unités qui font mal, typiquement la Ghost Kill parce que vous avez sous-estimé son tanking, la Reptile parce qu'avec un -1 blesse et une invule à 4, c'est pas sûr que vous la tuiez. Donc, et voilà. Par contre, si vous avez chopé déjà au moins toutes les petites stealths, les petites unités de ciblage, la létalité descend ça en touche flèche. à 4+. Voilà. Hein. La différence entre 4+, et 3+, elle est énorme. Hein. C'est vraiment une grosse. Et pour peu que vous ayez une smoke ou un truc derrière, -1 bless, -1 et puis vous enlevez la relance des 1 à la touche et à la blesse que les stealths peuvent donner. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui font que si vous avez tué les unités de ciblage, ça marche beaucoup moins bien. Donc la Ghost Kill, globalement, faut plutôt l'ignorer. Enfin, il faut pas non plus faire attention, ça peut faire mal quand même. Oui, mais ça tire un peu. Ouais, ça tire un petit peu quand même. Mais voilà, si vous décidez de la tuer, il faut vraiment être sûr de vos stats, parce que c'est tout le temps sous-estimé. Ça tank plus que il faut savoir que vous allez devoir surinvestir dessus, il n'y a pas vraiment d'unités à 160 points dans le jeu qui peuvent buter la Ghost Kill telle quelle. Il y a trop de PV, en fait, il n'y a pas d'invulnérable, donc si vous avez beaucoup de PA, vous pouvez aller la chercher, mais entre les 2 drones, qui fait qu'il y a déjà 2 attaques qui vont dégager, plus la save à 2, donc il va vous falloir de la PA -3 pour la passer sur une 5+, qui rebondit plus. Et 12 PV à sortir comme ça, il n'y a pas beaucoup d'unités à 160 points qui sont capables de dégommer. Hein. Et voilà. Un canon laser à couvert, et c'est quand même une 4+. Hein, c'est ça, Et le canon laser, vous allez lui faire en stat 7 PV, hein, donc même pas 4 PV. Donc, c'est... Le détachement suivant, c'est le Koyon, Koyon, comment vous voulez le prononcer. Koyun. Koyun, voilà. En gros, ça va vous donner à partir du tour 3, 4, 5, touche soutenue, dès que vous faites une attaque, au tir seulement, évidemment. Et durant ces tours, quand vous avez une unité qui est guidée, dès que vous faites une attaque, vous ignorez tous les modificateurs à la touche ou à la CT, ce qui fait que toutes les discrétions, ça marche plus, tous les stratas de smoke, de machin comme ça marche plus non plus. Donc vous stabilisez à mort votre létalité, mais que à partir du tour 3. Ah. C'est le détachement qu'on avait en index, hein, mais qui était sustain 2. Oui. Et donc ils l'ont vraiment nerfé, là, ça fait un peu mal, mais comme ils ont changé la règle de ciblage, ils craignaient que ce soit trop puissant. Donc ils sont passés au sustain 1. Ça reste très fort, hein, toute l'armée en sustain 1. Le côté où on ignore les modificateurs, c'est bien, c'est vraiment situationnel, on n'a pas toujours des adversaires qui font des modifications. Puis surtout, on a plein d'armures déjà qui ont ça nativement. C'est-à-dire les broadsides l'ignorent déjà, la reptile l'ignore déjà, il y a certaines crises, c'est pareil. Tout ce qui peut prendre le système de support d'armes, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. C'est ça. Et c'est un détachement qu'on voit encore, hein, ça fait partie des plus fiables. Pourtant, il a un pack de stratagèmes qu'on va voir qui est pas fou. Je trouve moi, c'était mon préféré pendant très longtemps. Mais parce que le Sustain 2 me faisait kiffer. Au niveau des améliorations, la première, ça va vous permettre de donner à une figurine taux hors croûte, évidemment, la capacité d'utiliser le touche soutenu, la règle du détachement, au tour 2 au lieu du tour 3. Donc il a un tour plus tôt, ça vous permet d'avoir un pack d'agression boosté sans avoir besoin d'attendre le tour 3. Ça c'est bien, je pense qu'on le prend à chaque fois. Oui, enfin on le prend, oui et non, parce qu'en fait au final maintenant on a un détachement qu'on met plus de perso autre que les persos nommés. Souvent on met que Shadow Sun presque en perso, ou Darkstrider si on veut une bulle à 12. Du coup là c'est bien, on l'utilisait sur les cadres quand à l'époque on jouait avec les Breachers. Les Breachers, dans le transport, déjà dès le T2 ils sortent, ils saturent pas mal, et en plus ils s'étaient guidés. Enfin, ils ont le sustain, sachant que ça touche à 2, c'est des gros fusils à pompe. Voilà. Donc, tu touches à 2, relance des as potentiels grâce à un guidage, sustain avec en plus, vous faites plus de touches que de tirs que vous aviez au début. Donc, voilà. La suivante, ça va sur n'importe quelle figurine taux, et à chaque fois que vous faites une attaque, vous avez plus 1 pour toucher, et à partir du 3e round de bataille, vous avez plus 1 pour blesser.
Bon, du coup, finalement, toutes les améliorations, on va avoir la même réflexion, qui est que C'est ça. dans les listes compétitives, on voit plus de perso générique, quoi. En fait, ça servait sur un commandeur, typiquement, oui. parce que voilà, il se met à toucher à 2 tout seul, Voilà, et après, plus un bless, c'est quand même très sur fort. un fuseur, un truc comme ça, c'est violent. On a ensuite une amélioration qui permet de faire du redéploiement. Donc là, vous prenez, c'était combien d'unités? C'était jusqu'à 3 que vous pouvez remettre en réserve stratégique. Ça, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Quand vous démarrez le jeu, surtout, des fois, vous vous plantez complètement dans votre déploiement. Vous avez mis des trucs un peu au hasard. Vous vous rendez compte qu'il y a plein d'unités qui sont super accessibles ou trop pas cachées, ou qu'en fait, vous n'aviez pas besoin de les avoir sur la table maintenant. Toujours intéressant à reprendre. Ou sinon, vous faites un brain, c'est-à-dire, enfin, vous faites genre, vous allez vous positionner comme ça, l'adversaire se place en fonction, puis vous changez de flanc sur les unités clés, ça peut être utile. Parce qu'on a l'avantage en taux, c'est qu'on a plein d'unités, normalement, en déploiement, enfin, on a vite des listes avec 19, 20 unités. Et donc, pour le déploiement, en général, on peut vraiment attendre pour poser ces grosses pièces. Mais il y a des fois, on n'a pas envie, on va pouvoir essayer de ça vous permet de compenser un déploiement raté, ou ça vous permet juste de faire des mécaniques pour essayer de piéger l'adversaire. Attention, tous ces redéploiements se font avant de savoir qui commence, bien sûr, donc vous pouvez pas manipuler. Ah, c'est toi qui démarre, je me recule, ou c'est moi qui commence, je me replace sur la ligne et j'avance, quoi. Et la dernière, elle coûte 40 points, c'est super cher, ça va sur une figurine Empire Tau. Quand ce personnage mène une unité, dès que cette unité observe, donc c'est l'unité qui guide, et bien toutes les armes de l'unité qui est guidée vont gagner touche fatale. Tous ceux qui vont tirer sur la cible gagnent touche fatale. Donc en gros, vous mettez ça sur un perso qui va servir à cibler quelque chose, et toute l'armée qui va tirer sur sa cible aura touche fatale. C'est ça. Ça fait cher parce qu'en fait, on va mettre ça sur un éthéré à la limite qui coûte 50 points, mais s'il est tout seul, il va mourir parce qu'il tank rien du tout. Donc on le met avec un pack de 10 Fire Warrior, pardon. Et du coup, ça fait déjà qu'on a 90 poinns du perso avec la menu plus les 75. On arrive à 165 points l'unité qui va servir qu'à guider pour mettre un létal. Je suis pas convaincu. C'est trop cher. Bon, au niveau des stratagèmes, on va passer relativement vite parce qu'ils sont pas foufou pour la majeure partie. Vous en avez un où vous allez désigner un objectif qui n'est pas celui de la zone de déploiement adverse, et ça va donner +1 pour blesser à tout ce qui tire sur cet objet. Le problème, c'est que ça ne marchera plus jamais que sur cet objectif que vous avez désigné. C'est sur une unité sur l'objectif. Une unité sur l'objectif. Pour un PC. Voilà. Donc, en gros, il va falloir que vous payiez un PC pour un +1 bless sur un seul objectif spécifiquement. Bon. Globalement, il sert. S'il sert, parce qu'on peut s'en servir qu'à partir de tour 3, il sert qu'une seule fois dans la game, parce qu'après, il n'y a plus rien de toute façon. Il n'y a plus rien sur cet objectif-là, vous l'avez tué normalement. Voilà. Et donc, c'est bon, dommage. Il y a des codex ou des détachements où on a juste un plus un. On aurait préféré 2 PC plus un bless tout le temps. C'est clair. C'était... Le suivant, ça va vous donner +1 en PA quand vous attaquez une unité qui est dans vos 9 pouces, mais vous pouvez évidemment l'utiliser qu'à partir du tour 3. Voilà. Bon, il y a des armes sur lesquelles c'est intéressant, c'est pour un pack de crisis, quoi. Mais là encore, comme c'est dans vos 9 pouces, quand vous frappez en profondeur au-delà de 9 pouces, donc vous pouvez pas l'utiliser avec une unité qui vient d'arriver pour tirer. Le suivant, c'est, en gros, ça va donner la règle d'armée, +1 CT et in your cover, sur une unité qui a guidé pour quelqu'un d'autre. Celui-là, on s'en sert parce que du coup, ça permet de... les Pathfinder ont déjà cette règle nativement, mais typiquement, les stealths l'ont pas. Donc, ça va permettre de se servir des tirs des stealths plus fiablement parce que... Ou en fin de partie, si vous avez plus d'unité de ciblage, tu peux utiliser une unité qui shoot fort et dire, je cible avec ça, et en plus, je me donne le bonus quand même pour pas être embêté. Vous avez 2 riptides qui restent, il y en a une qui guide l'autre, et puis elle utilise ce strata, et voilà. C'est ça. Et vous avez ensuite le fait de pouvoir réembarquer dans un transport quand l'ennemi vous charge dans sa phase de charge, si vous êtes entièrement à 3 pouces, si vous êtes dans les 3 pouces du transport. Bon, ça c'est sympa. C'est sympa. Le pack de Breacher, typiquement, qui a des en général, en fait, l'adversaire vient vous rentrer. Voilà, c'est ça. C'est un stratagème qu'on n'utilise pas tant parce que l'adversaire il le sait, donc il va charger le transport direct et il va venir cliquer du coup Donc, mais le fait de l'avoir, ça force l'adversaire à revoir son jeu. Voilà. Et si vous avez positionné votre transport entre 2 ruines et vos breachers devant, il peut pas aller choper le transport, donc voilà. Ça vous permet de cacher l'unité. Mais ça demande du positionnement. Le suivant, c'est vous prenez une unité qui a grenade, donc de mémoire, c'est les breachers et les fire. Un peu tous les infanteries, donc ça va. Les stealths ont gagné grenade aussi maintenant, je crois. Les stealths, ils ont gagné grenade, oui. Les Pathfinder en grenade, les Crutox aussi en grenade. Il y a quand même pas mal de grenades. Et en gros, cette unité grenade-là, vous ciblez une unité ennemie, elle doit faire un test une unité ennemie dans sa phase de charge, vous lui faites faire un test d'ébranlement et vous lui mettez en plus -2 à sa charge. Donc en gros, soit il rate sa charge et vous êtes gagnant, soit il rate le test d'ébranlement et du coup potentiellement il loupe un secondaire, il peut pas se booster en strata, etc. Il vous reprend pas l'objet, voilà. Quand vous voyez l'ennemi qui essaie de faire une charge à 7, une charge à 8, vous lui mettez ça, c'est plié. C'est ça.
il charge plus, ou en tout cas il a quand même vachement moins de chances d'y arriver. Et le dernier, c'est un retour en réserve à la fin de la phase de combat adverse. Vous prenez des unités qui sont soit des stealth, soit des ghost kills, soit le commandant Shadowsun, et vous les remettez en réserve. Bon, donc ils arrivent qu'en réserve, donc comme ils n'ont pas fait, ils reviennent que par les bords. C'est très utile parce que vous avez une ghost kill qui ne sert plus à rien d'un côté, vous la ramenez de l'autre. À un fin de game, vous avez Shadowsun que vous envoyez chez l'adversaire pour nettoyer l'objet. Ça peut servir. Mais on regrette que la ghost kill, qui normalement est un truc qui vole sans problème, elle n'est pas faite, par exemple. Bon, après, elle est déjà l'on-up, machin. Bon, après, en même temps, on la jouerait quand même sur table tout le temps. Là, en fait, il y a des scénarios qui peuvent être intéressants. Hein. Si vous jouez le scénario, il y a des objectifs qui disparaissent. Vous avez tenu l'objet chez vous avec la ghost kill que personne n'arrive à aller chercher. Cet objectif-là, il a disparu tour 4. Et vous remettez ça en réserve à la fin du tour. Et tour 5, vous le remettez à l'endroit où vous en avez besoin pour agresser. Il y a plein de trucs rigolos comme ça à faire, mais voilà. C'est pas aussi utile que dans d'autres armées où il y a la frappe en profondeur. Donc c'est des stratagèmes qu'on a sur ce détachement qui sont c'est des petits outils, mais on regrette c'est des outils qui sont vieux quoi, hein, c'est ça en fait. C'est ça. C'est des outils de début de version. C'est la version début de version avec plein de petites restrictions que les codex plus récents n'ont pas sur leur stratagème en fait. Quoi. Après on a quand même un détachement qui est fort, hein, c'est-à-dire que tour 1 ça peut passer très vite, hein, des fois tour 1 tout le monde reste un peu planqué, ça se regarde et tout ça. Vous êtes joueur 1, vous avez un tour 2 à faire, l'adversaire et c'est à peine à son tour 2 qu'il va commencer à sortir, ça veut dire que vous arrivez tour 3, ça y est, vous avez déjà le... Donc ça peut aller vite d'avoir le Koyun et d'avoir les bonus, mais c'est assez facilement contrable parce que du coup, ce qu'on n'aime pas, c'est que l'adversaire, il nous rush la gueule. Et là, ça nous donne envie de rusher encore plus. Voilà, et clairement, c'est ce qu'il a envie de faire. Donc, il faut avoir une armée qui soit capable d'absorber un petit peu, d'avoir des cordons, des choses comme ça, se servir de ces grenades photons qui vont réduire la charge. C'est assez délicat à jouer, mais c'est vrai que moi, c'est un des styles de jeu que j'ai, hein, vraiment, sur le taux, c'est d'éviter d'aller trop rusher l'adversaire ou trop chasser sur le mec et puis d'attendre un petit peu. Ou à l'inverse, ce Koyun, il se joue aussi, parce qu'on va jouer donc de la Ghost Kill, du Pathfinder, de la Stealth infiltrée, etc. On peut faire des rush T1 avec toutes ces unités infiltrées, et en occupant l'adversaire déjà, tour 1-2, qui se dépatouille des Ghost Kills, des machins. Solides, Derrière vous avez pris les objets. Il arrive tour 3 pour essayer de reprendre les objets. Il a des riptides, des broadsides qui sont là, vraiment, avec du sustain en plus. Bon, voilà. Il faut voir aussi que si vous affrontez ça, votre premier réflexe, ça va être de dire il faut que je lui rentre dedans avant le T3, il faut que je sois au corps à corps avec lui. Sauf que du coup, potentiellement, vous exposez vachement plus vos unités que vous l'auriez fait autrement. Et donc, faut pas oublier que le taux, même sans le touche soutenu, ça attire quand même. Hein. Ils n'ont pas besoin du touche soutenu pour faire mal. Non. Donc, si vous exposez tout et n'importe quoi au milieu de la table en mode je vais courir vers toi, vous allez perdre la moitié de votre armée assez vite. Hein. On a une armée qui a énormément d'infiltrés. Donc ça, c'est ce qui va permettre justement au taux de se prémunir des armées en face qui vont rusher trop vite. Par contre, si vous n'avez pas d'infiltrés, vous ne pouvez pas espérer enfoncer le taux D1 ou de 2. Vous allez juste aller sur ce qui vous aura laissé, ce qui voudra bien que vous ayez d'accessible. Donc, ça vous demande, pour contrer le taux, ça vous demande d'avoir vous-même des infiltrés, et des infiltrés presque sacrifiables, c'est-à-dire que des infiltrés que vous allez étendre pour empêcher le maximum d'infiltrés taux. C'est ça. Hein, parce que vous savez que quand vous placez une unité sur la table, l'unité d'infiltré, elle doit être à plus de 9 pouces de toute autre unité ennemie. Donc si vous avez placé vos infiltrés d'abord et que vous avez fait une grosse ligne bien dégueulasse au milieu de la table, le taux, il est obligé de se mettre à 9 pouces derrière. Donc sa ghost kill, elle n'est pas à portée d'un objectif, elle n'est pas à portée d'un truc intéressant, elle est à 6 pouces de sa zone de déploiement, elle est vachement moins intéressante. Bon, du coup, c'est quoi les unités emblématiques pour ce détachement-là? Qu'est-ce que tu joues là-dedans? On a en principal, c'est Shadowsun quand même, c'est quand même elle, la maître du Koyun. Je te laisse dire le profil. Ça bouge à 10, en du 4, 6 PV, save à 3, Vulna 5, et OC 1. Donc c'est pas un truc solide, hein. Non. Faut pas, voilà. C'est l'opératif, c'est stealth. Il y a les deux drones en fait qui vont lui permettre d'avoir -1 à la blesse aussi. C'est ça. Les drones de camp. Elle a un des drones qui va lui permettre d'avoir récupéré un PC sur un 5+. Voilà. Donc voilà, et une aura de relance des As. Tout à fait. Elle va faire profiter donc les autres du sous-guidage, mais en plus de relancer les As autour d'elle, fait qu'on peut faire des Overwatch assez violents, surtout en Koyun. Vous êtes sustain 1 partout, et ça veut dire que là, en Overwatch, le moindre 6, il va faire 2 touches. Exactement. Donc avec la relance des As, on commence à faire pas mal de 6, et stat, on arrache quand même pas mal de trucs. Hein. Ouais, et puis elle a un blaster à fusion, mais il est porté 18 pouces, force 10, donc mine de rien, ça veut dire qu'elle est en portée de fusion à 9. Elle se donne aussi sa propre aura de relance D1, donc elle va toucher à 2+, relance D1, donc elle touche systématiquement. Voilà. Si elle fait un 6, c'est touche soutenue.
et c'est quand même force 10, pas moins 4, dégâts des 6. Donc si l'ennemi s'approche, elle picote quand même. Oui, elle picote. Donc elle est assez facile à cacher, c'est un petit bonhomme, elle est Elonop, donc les gens ils ont toujours autre chose à gérer à côté, puisque vous l'avez mis à côté de Riptide, à côté de trucs pour qu'ils profitent de la relance des As. Donc non, c'est un très bon perso, il coûte 100 points, parfait. Autre unité emblématique, on a peut-être les exo-armures stealth, tout simplement. Oui, clairement. Bon, alors là, on a pris un petit nerf depuis... on passe de l'XV 22 de mémoire, je crois, à l'XV 26, et avec moins de technologie, finalement. C'est un peu le même effet que Farsight, c'est-à-dire que Farsight, il se fait forger la meilleure armure de l'univers, mais il est nul. Molasson à 85 points. Bon, bref. Donc bon, là, le problème, on en a parlé déjà dans d'autres vidéos sur la chaîne, mais c'est que vous pouviez les jouer par 3 pour pas très cher. Voilà. Maintenant, vous devez les jouer par 5 pour plus cher. Vous gagnez un fuseur, mais vous perdez la capacité de vous replier et de cibler. Vous gagnez grenade, mais vous avez quand même 2 figues de plus qui vous coûtent plus cher. Et vous preniez pas les stealths pour faire du dégât, vous les preniez pour cibler. Donc vous vouliez payer le moins de points possible pour cette unité. Et en plus, elle était plus facile à cacher. On espère que le coût en points va être revu, parce que là, c'est vraiment une trop grosse taxe. Elles sont à 110 points les 5, ce qui fait que pour une unité utilitaire, entre guillemets, on commence à arriver dans le côté un peu cher. Voilà. Par contre, comment on s'en sert? L'avantage c'est qu'elle vole, ça bouge de 8. Faut pas hésiter donc à les mettre dans les ruines, mais ça pas oublier la règle qui fait que quand on est à plus de 5 pouces en hauteur dans les ruines, on gagne 1 en PA. Et ils ont des canons rotatifs qui fait que ça devient intéressant quand même. Donc, c'est 4 tirs, force 5, PA 0, dégâts 1, mais du coup si vous êtes assez en hauteur, c'est PA-1, dégâts 1, donc soudainement ça peut être intéressant. On est sur quand vous êtes en hauteur, il n'y a plus de couvert. Donc, souvent les lignes de vue font que l'ennemi n'est pas caché. Non, voilà, c'est ça. Et on est sur un body de Space Marine quand même, avec Stealth, donc moins 1 hit. 2 PV, save à 3, en du 4. Bon, et on a aussi évidemment la Ghost Kill dans ce détachement qui est emblématique, mais on en a déjà parlé. Le détachement suivant, c'est le pack de chasse Croûte, c'est ça la traduction approximative en français, le Croûte Hunting Pack. La règle en gros, c'est que toutes vos unités Croûte vont avoir +1 pour toucher quand ils attaquent un truc qui est un peu blessé, et +1 pour blesser quand ils attaquent un truc qui est en dessous de cette demi-force. Et en plus, toutes les unités Croûte vont avoir une invulnérable à 6 au corps à corps et une invulnérable à 5 au tir. Donc ça rend les packs un petit peu plus costauds, et ça augmente un petit peu leur capacité de létalité, sachant que n'oubliez pas que ces unités-là n'ont pas la capacité d'être ciblées, enfin d'être guidées par une autre unité, ou de guider pour elles-mêmes. Donc leur stade de touche, c'est leur stade de touche. C'est là où Onshi nous manque, parce que Onshi, il leur donnait justement le bien suprême aux la règle d'unité. Donc ils profitaient, bon bref. Là, on est sur un détachement qui est très cool, parce qu'il permet de jouer les croûtes. Et surtout, ce qu'on a vu le plus, c'est les Croutox, évidemment, parce que on est sur des gros châssis dont on va parler plus tard, mais qui se mettent à tanker, et on a des stratagèmes qui vont avec pour les aider. En début de version, un peu comme les tyrannides, comme on en a parlé, c'est-à-dire que le pack de 20 croûtes, à chaque fois, on pouvait le faire repop à l'infini. Avant qu'ils aient donc là, on pouvait faire un espèce de swarm dégueulasse, avec de l'invul à 5, stealth, etc. Bon, voilà. Et qui inondait en ossait la table, et à chaque tour, on ramenait un pack de croûtes en plus. Donc c'était dégueulasse. Marée verte, finalement, c'était une meilleure green tide que les orques. Mais ça a été de nerf assez vite, et donc on l'a pas vu longtemps. Au niveau des améliorations, alors on en a une qui va donner ignore le couvert sur les armes de tir du porteur, et qui va faire surtout on va le prendre pour la bulle qui empêche l'arrivée des renforts à 12 pouces. Donc sur un Solilance, typiquement, sur le lézard, ça peut être intéressant, parce que le socle n'est pas très petit, donc bloquer les arrivées à 12 pouces, c'est pas mal, soit pour écranter chez vous, soit pour empêcher des frappes en profondeur de Death Shroud, Death Guard, choses comme ça. Clairement. La suivante va donner plus 3 pouces au mouvement, ça va seulement sur un Mentor Croûte, plus 3 pouces au mouvement des figurines de l'unité, et assaut, donc ça vous permet de bouger à 10 du coup, parce que les croûtes bougent à 7, et en plus de faire une advance et tir, donc en stat, vous bougez à 13 et vous tirez. Bon, après les tirs des croûtes, voilà. Celui-là, on s'en sert moins du coup, puisque maintenant on joue que des Croutox. Mais voilà. La suivante, ça va sur un mentor de guerre, ça donne précision sur les armes du porteur seulement, et des blessures dévastatrices aussi, donc ça ne booste que le porteur par contre, pas l'unité. Bon, blessures dévastatrices, pourquoi pas, mais c'est pas des profils qui sont surviolents. Et enfin, on a la dernière qui va donner les critiques sur les 5 pour toutes les figurines de l'unité du porteur, et ça va sur un Flash Shaper. Donc, celui-là, je sais pas ce qu'il faut savoir, c'est que dans le détachement croûte, dans les packs de croûte, vous pouvez mettre 2 persos dedans. Chaque perso donne 2 règles. Donc ça fait un cumul de règles dégueulasses. Ils peuvent se retrouver létal sustain, machin. Donc quand on commence à criter sur du 5, là, on va commencer à faire pas mal. Mais bon...
en fait, le problème, c'est que ça donne des packs de croûte qui deviennent très chers parce que vous mettez donc 2 persos plus des améliorations, plus des machins, et qui sont pas plus tanky que ça, hein, faut pas oublier. Hein. L'invulnérable vous permet d'en sauver quelques-uns, mais voilà, ça vole au polter. Ça reste petite endurance. Donc voilà. Et du coup, c'est entre l'amélioration d'avant avec le Deva Wound, on peut mettre ça sur un sniper qui va être anti-infanterie de plus, anti-personnage de plus, je crois, c'est qui va sniper les petits persos, celle-là qui va faire que ça crit en plus sur du 5. Bon, voilà. Il y a des petites choses à faire, on peut s'amuser. Pour le côté fun, on va vraiment faire des trucs sympas. On va passer sur les stratagèmes, comme ça sera plus clair. On en a un premier qui coûte 2 PC, qui va sur les chiens croûtes ou l'infanterie croûte, et ça vous permet de faire revenir l'unité sans les personnages en réserve stratégique. Comme tous les stratagèmes de ce type, c'est une fois par bataille. Ça, c'est dans la data slate, si vous demandez d'où ça vient. Donc forcément, déjà c'est 2 PC, et en plus, c'est qu'une seule fois. Vous allez quand même le faire, hein, parce que c'est ultra important. On va le faire venir 20 croûtes. Ramener 20 croûtes, c'est cool. Hein. Le stratagème suivant pour un PC, vous ciblez une unité croûte, elle va tirer ou taper dans un truc ennemi, et tout le reste de votre armée croûte qui va tirer ou taper dans cet ennemi va avoir plus 1 PA, sauf si votre unité elle-même est ébranlée. Voilà. En fait, là, on l'utilise tout le temps. C'est le Solilance qui va donner la full relance. Oui. Il va taper d'abord sur un truc, et derrière, tous ses collègues, ils vont être full relance, plus plus 1 PA. Ça commence à faire des choses. C'est pas mal. C'est ce qu'ils ont essayé de faire dans ce détachement, c'est l'empilement des buffs de létalité que vous pouvez essayer d'aller chercher, parce que sinon, c'est vrai que le croûte à la base, ça tape pas super bien. Mais ça fait un sacré empilement. Hein. Mais ça fait des gros empilements. Ouais. Le stratagème suivant, c'est les grenades EMP. Pour un PC, ça se fait à la phase de tir adverse ou de corps à corps adverse. Quand un véhicule ennemi est choisi pour tirer ou attaquer, vous prenez une unité croûte qui a le mot-clé grenade, donc je pense que c'est toutes les infanteries. Tous les croûtox, c'est tous les infanteries, aussi, quasiment tout, du coup, sauf les chiens, qui sont à 8 pouces de ce véhicule, et vous allez réduire sa CC et sa CT de 1, donc en gros c'est un -1, enfin, l'équivalent d'un -1 pour toucher, sauf que si c'est au tir et que vous avez une unité qui a discrétion, ça se cumule avec le -1 pour toucher, donc c'est -2. Voilà. Donc soudainement ça fait des unités, enfin si vous avez un véhicule Space Marine qui touche à 3+, il va toucher à 5+ d'un coup, sur une unité qui a stealth, ou même un IK ou un RK des spoilers avec ses doubles Gatling, là, mine de rien, voilà, ça permet d'avoir un truc très tanky derrière. Parce que si vous jouez, comme on voit actuellement, hein, on va dire, parce que c'est comme ça qu'on expliquera le mieux le détachement, mais une armée qui est full Croûtox, donc vous avez 18 Rampagers, donc c'est les Croûtox CAC, plus 9 Croûtox Riders, c'est des gros châssis, beaucoup de PV, en endu 5, en endu 6 même, et avec une invule à 5, et en plus là derrière, donc, -1 pour le toucher. Ça commence à faire un cumul qui fait que vous avez une armée qui tank. Hein. En fait, surtout, c'est une armée où vous allez balancer cordon sur cordon sur cordon devant l'ennemi pour qu'il bouge pas de chez lui et que vous continuez à scorer les objectifs. Du coup, s'il n'arrive pas à tuer les cordons à sa phase, il peut toujours pas bouger. Donc c'est vrai que ça c'est très efficace comme truc. Pour un PC ensuite, à la phase de corps à corps, vous pouvez choisir une unité croûte qui a détruit une unité ennemie, ou plus d'une unité ennemie à cette phase, et à la prochaine phase de commandement adverse, chaque unité ennemie qui est à 6 pouces de votre unité croûte va devoir faire un test d'ébranlement, qui se fait en plus à -1 si l'unité ennemie est en dessous de sa demi-force. Donc en gros, vos croûtes, ils ont chargé, ils ont massacré un truc, et à la phase de commandement adverse, potentiellement ce qui est à côté est ébranlé, et donc ne score pas d'objectif. Voilà, bon, c'est situationnel, mais... Ouais, disons que ça va être intéressant avec le -1, maintenant, et à savoir que ça ne se cumule pas avec d'autres tests d'ébranlement que l'ennemi devrait faire s'il est en dessous de sa demi-force déjà, par exemple. Vous avez ensuite pour un PC à votre phase de mouvement la capacité de vous replier, tirer, charger sur une unité croûte. Bon, ça c'est une arme qui est super importante. Et vous avez ensuite pour un PC, à la phase de tir adverse, une unité croûte qui se fait tirer dessus, vous allez être agent solitaire à 18 pouces. Là encore, la stratégie de je protège mes packs solides, machin. C'est ça, puis c'est surtout, voilà, là c'est un stratagème qu'on utilise très rarement, hein, parce que vous dites à l'adversaire, sur le moment, tu veux tirer sur eux, tu sais que pour un PC, je peux les rendre l'on-up. Voilà, vous l'utilisez pas et il choisit une autre cible. Soit l'adversaire a envie de vous faire dépenser un PC en disant je veux lui faire cramer ses PC pour qu'il fasse pas autre chose, soit il décide qu'il va tirer sur autre chose. Au niveau des unités emblématiques, ça va être les unités de croûte, surtout les Croûtox, tireurs et Rampager. Croûtox Rampager, c'est vraiment celui qu'on voit partout. C'est corps à corps, hein, donc c'est mouvement 7. Alors c'est monté, donc ça passe pas les murs. Non. Donc ça c'est un peu chiant en termes de mouvement. C'est des gros châssis, hein, mine de rien. C'est quand même des gros socs, c'est du 50 mm, c'est ça, 50 je crois. Endu 6, 5 PV, sauvegarde à 5, et du coup dans ce détachement, un vuln à 5 au tir, un vuln à 6 au corps à corps. C'est quand même 5 PV, OC 2. Et au corps à corps, ça balance 3 attaques, force 4, PA-1 dégâts, lance, mais surtout 4 attaques de force 6, PA-1 dégâts 2, touches soutenues, qui sont les attaques du gros Croûtox. Et au niveau des aptitudes, c'est Scout 7, donc ça compense un peu le mouvement réduit pour avancer sur la table.
Et quand vous chargez, vous faites des 3 mortels sur 4+, pour chaque unité, chaque figurine en portée d'engagement. Ce qui est pas mal aussi, parce que ça augmente la létalité du pack. Clairement, c'est que... alors, le problème, c'est que la règle, elle est pas bien écrite, c'est pas la même que celle des cavaliers chaoteux, la corne, là. En fait, là, c'est vraiment, le modèle doit être au corps à corps pour mettre les blessures mortelles. Donc, et quand vous avez des packs de gros socles de 6, ça arrive jamais. Vous en avez 3 max, voilà. Et après, les autres sont derrière, en fait. Donc, vous faites souvent prout avec ce genre de si vous en avez 3, vous en avez 1 ou 2 qui passent, donc vous faites 2 ou 4 BM en stats. Voilà. Mais le cumul de tout ça fait que c'est des armes en plus, ça tape un peu, ça fait des dégâts, ça tank surtout. Ouais, ça tank. Donc voilà. La variante de tir, c'est exactement le même profil, sauf que, ils ont aussi scout d'ailleurs, sauf que eux, ils shootent, donc ils ont un canon répéteur, force 7, PR-1, dégâts 2, avec 2 tirs, tir rapide 2 à 18 pouces, oui. Ou alors vous avez le canon Tangle, là, qui fait D6 plus 1 tir, force 6, mais pas de PA, dégâts 1, oui. Avec blast. En général, on joue plutôt avec le répéteur, oui, le répéteur. Rapid Fire. Hein. Mais ça, c'est une unité que moi, je joue dans toutes mes armées, hein. En général, tout seul, il vaut 40 points, il y a fut un temps, il valait même 35. C'est OC2. Oui. Ça a une enduit de 6. Donc avec 5 PV, rien que le châssis lui-même, il est rentable. En trade, il n'y a rien. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est lui que vous allez emmener faire un locuste au milieu de la table. C'est lui que vous allez prendre un objet le temps que l'adversaire vienne dessus pour que vous l'utiliez dessus. Voilà, l'unité, elle est top déjà toute seule. Par pack de 3, dans ce détachement, elle a une habilité aussi, qui va lui permettre de tirer si on tire sur ses potes à côté. Ça. Si on tire sur une unité infanterie croûte à 6 pouces, eh bien, ils peuvent tirer en retour comme si c'était notre phase de tir. Donc, ça veut dire que vous touchez avec votre CT normal, c'est pas un tir en état d'alerte. Donc, moi, je joue plutôt Drukhari, moi, pas Auto, hein, mais en Drukhari, on a le Chronos qui vaut 55 points, qui est en du 7 PV, mais globalement, c'est le même rôle. Hein, c'est le truc pas cher, mais beaucoup trop solide pour son coup en points. Ça fait pas forcément des dégâts, mais c'est chiant à sortir. Et ça occupe bien la table, ça bouge bien parce que c'est des gros socles, vous les espacez de 2 pouces chacun, vous pouvez faire une belle ligne dure à traverser. Donc c'est des belles unités. Ouais. Et donc ça, c'est un détachement qu'on va jouer. Bon voilà, comme je disais, actuellement on le joue le maximum avec de des gros quoi. Ouais. Et il y a 6 tanks derrière, à 3 Hammerhead, 3 Skyray. Ouais. Et donc voilà, vous envoyez les cavaliers devant, c'est assez basique. Hein. Vous mettez quand même des choses en réserve parce que vous pouvez pas avoir tout sur table. Ouais. Sur des tables de games, les 6 tanks taux, ça va encore. Sur les tables WTC ou les choses comme ça, ça circule pas trop. Hein. C'est quand même plus de 5 pouces de large, hein, un tank taux. D'ailleurs, faut faire attention parce que justement, on a l'impression des fois que ça passe parce que ça a une forme un peu évasive, mais souvent, c'est pas le cas. Donc, il est obligé de passer par-dessus les murs. Autant vous dire que ça bouge pas. Et c'est un peu ça le problème de ce détachement et de ce type d'armée, c'est que si vous voulez le contrer, il vous faut des unités rapides et vous bloquez le taux chez lui. Et là, il n'y a pas besoin de mettre grand-chose parce qu'il n'y a rien qui traverse les murs hein, dans les Rampagers, les Krutox, les machins comme ça. Une fois que vous avez coincé tous les passages entre les ruines, ils sortent plus de chez eux. Et ils vont vous tuer ce que vous leur mettez devant, hein, évidemment, mais ils restent chez lui. Donc pendant ce temps, vous scorez. Et typiquement, c'est ce que peut faire un Drukhari avec des Venoms. Voilà, chaque tour, il envoie 2 Venoms pour bloquer l'adverse. Ça va très vite, les petites motos, les choses comme ça. Et derrière, le Krutox, il est coincé. Après, si vous le jouez en amical, vous n'êtes pas obligé de faire que du Krutox, vous pouvez aussi sortir vos packs de 20 croûtes. Voilà. En fun, on est vraiment sur une armée, faites-vous plaisir. Ouais. Parce que là, vous pouvez... Les croûtes deviennent vraiment jouables hein, quand même. Ils ont un cumul de règles qui est assez marrant. Sympa, ouais. Ils ont plein de combinaisons, de combos à faire de partout, des petits tricks de move, des tricks avec les stratagèmes, etc. Celui-là, pour le fun, il est vraiment fun. Ouais, il est bien. Le détachement suivant, c'est le Montka. Donc celui-là, c'est l'inverse du Koyon. Hein. Ouais. Vous avez un bonus au tour 1, 2 et 3. Et au lieu d'avoir touche soutenue, vous avez touche fatale à la place quand une unité est guidée. Voilà. Et sinon, assaut sur toute l'armée. Et vous avez assaut sur toute l'armée, oui, voilà. Qui est quand même non négligeable aussi comme bonus, à ne pas oublier. En termes d'amélioration, vous en avez une qui vous permet d'avoir la règle d'armée au 4e tour en plus, donc 1er, 2e, 3e et 4e. Vous en avez une qui vous permet de choisir 2 unités à 6 pouces qui n'ont pas l'aptitude scout et de leur donner scout 6 au début de la bataille. Donc vous placez bien votre perso entre 2 trucs et vous très forte. Des Ghost Kills par exemple. Des Ghost Kills, pas forcément, des broadsides surtout. Des broadsides ou des broadsides pour qui vont passer. En fait, elles vont plus se scout que ce qu'elles bougent. C'est-à-dire qu'elles bougent de 5, donc elles vont bouger en scout de 6. Et comme elles sont assaut derrière, vous pouvez encore les projeter vachement loin. Donc oui, ça c'est très fort. L'amélioration suivante, vous allez choisir un objectif sur le champ de bataille, et tant que votre porteur d'amélioration est vivant et sur la table, vous allez avoir +1 dossé sur toutes les figurines de votre armée quand vous êtes sur cet objet.
Ça dépend des scénarios, mais il y a des scénarios sur lesquels il y a un objet qui vaut super cher à la fin de la partie. Si vous pouvez mettre n'importe quoi qui passe au C2 ou 3 dessus, c'est pas mal. Hein. C'est ça. On a quand même une armée qui n'a pas beaucoup d'OC, hein, mine de rien, les taux. Donc d'avoir plus d'un OC comme ça. Disons que les lignes sont soit pas trop jouées, soit disparaissent de la table parce qu'elles sont là en mode je te tire dessus, après je suis mort. C'est ça. Et la dernière amélioration, elle vaut 40 points, et là, c'est un peu comme pour le Koyon, hein, c'est-à-dire que si vous utilisez le porteur dans une unité qui va guider pour quelqu'un d'autre, eh bien cette unité, enfin l'unité qui est guidée, va gagner touche soutenue. Au Koyon, c'était l'inverse, il gagnait touche fatale. Alors, ce sens-là est beaucoup plus intéressant que l'autre. C'est-à-dire que on a déjà l'étal, qui n'est pas forcément utile sur toutes les armes. Hein. Être létal sur des canons rail, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, gagner touche soutenue quand on a des canons rail, donc là, ça peut devenir intéressant. Donc, en fonction de la méta, parce que là, c'est plus dépendant de l'environnement dans lequel on va jouer, si on a besoin de gagner un petit peu plus de puissance de feu, on va s'organiser cette amélioration. Ce combo-là à 40 points. Voilà. Mais c'est vrai que l'amélioration coûte 40 points. 40 donc points, c'est quand même super très, cher, très cher pour un touche fatale sur une unité. Un touche soutenu, là, ouais. Enfin, un touche soutenu, il y a quand même plein de codex, typiquement du Space Marine, où ça donne touche soutenu sans avoir besoin d'être guidé. Enfin, vous regardez en Gladius, il y a une amélio qui donne touche soutenu. Alors attention, là, c'est touche soutenu sur tout ce qui va tirer sur la cible. C'est pas que l'unité qui est guidée, c'est toute l'armée. C'est tout ce qui est donc si typiquement, on va jouer contre Mika ou des choses comme ça, on dit que celui-là, on va être touche soutenu dessus avec toute l'armée. Pour potentiellement toute l'armée, c'est plus donc c'est pour ça que ça devient intéressant. Au niveau des stratagèmes, le premier, vous ciblez une unité en Pyrto qui vient d'être détruite, et l'unité ennemie qui vous a détruite, et bien jusqu'à la fin de la bataille, quand vous allez l'attaquer, vous allez relancer le jet de touche. Donc ça, c'est super bien. En fait, c'est ce qui structure ce détachement, c'est ce qui fait qu'on le joue pas mal et qu'on le voit souvent, c'est parce qu'il y a ça. Ça va donner full relance, alors on est dans une armée qui a peu de relance, mine de rien, où il faut les guider, ça coûte cher, ça commence à coûter même très cher. Donc ça permet de vraiment fiabiliser. On n'oublie pas derrière qu'on est létal, donc quand on est full relance létal, ça commence à être très violent. Les 6 pour aller voilà. Et potentiellement, si on a en plus le sustain qui a été fait, bon, là ça devient très fort. Imaginez dans certains match-up, votre pote il vous a aligné 4 gros chevaliers, il vous a tué un petit piranha à la con avec son gros chevalier à 430 points, jusqu'à la fin de la bataille vous lancez toutes les touches sur ce truc. C'est ça. Pour un PC ensuite à votre phase de mouvement, vous prenez une unité en Pyrto et elle fait une advance auto à 6. Bon, ça sert toujours, on est tous assaut. Typiquement, moi ce que j'aimais bien faire, c'est rigolo, mais la Stampsure, je voulais donner scout 6, elle bouge de 6, après elle bouge de 8 plus l'advance à 6, donc elle a bougé de 14, vous avez fait 20 pouces, vous êtes face aux lignes à la zone de déballement adverse, dans la ruine, et après vous bougez plus, et puis l'adversaire va se sentir obligé de la dégommer, donc il va investir 2 tours dessus pour la sortir, et pendant ce temps-là, il a rien fait d'autre, quoi. Bon, c'est rigolo. Il y a évidemment sur plein d'autres choses que c'est utile. Là, c'est vraiment très utile comme. Le stratagème suivant, vous allez choisir 2 unités taux et une unité ennemie. Et si ces 2 unités tirent sur la même unité ennemie, elles vont avoir plus 1 PA à leur tir. Voilà. Vous pouvez l'utiliser que sur les tours 1, 2 et 3. Oui, alors ça c'est le problème, évidemment, comme l'autre d'avant. Mais il est très fort, celui-là, comparé à celui du Koyun qui vous demande d'être à 9 pouces, là, pas du tout. Vous avez 2 unités qui doivent tirer sur la même chose. Mais si la première unité l'a tué, la deuxième, elle fait ce qu'elle veut. C'est pas grave, voilà. Elle peut tirer ailleurs. Donc c'est que un PC, donc concrètement, un PC pour plus un PA, c'est bien. De toute façon, c'est bien. Et si en plus vous aviez prévu, vous saviez pas comment vous alliez gérer ça, vous avez toujours l'unité qui a guidé, qui peut très bien se servir de ce stratagème, l'unité qui va vraiment faire mal, qui va tirer dessus, et les autres tireront rien. Voilà. Celui-là, et on l'utilise tout le temps. Ça, c'est bien, ouais. Pour un PC ensuite, à votre phase de tir, vous prenez une unité en Pyrto qui vient de débarquer, et jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'une figurine fait un tir sur la figurine la plus proche, sur l'unité la plus proche, vous relancez les blessures. Donc ça, c'est les breachers. Les breachers, globalement, qu'on a en daily fish. Bon, c'est situationnel parce qu'on les joue de moins en moins, les breachers, dans le monde cas. Et surtout, ils ont déjà full relance quand tu es sur l'objet. Oui. Et c'est là où tu as envie de les envoyer, c'est quand tu veux aller nettoyer un objet. Donc en fait, tu n'as pas vraiment besoin de moins utile, effectivement. Et c'est vrai qu'après, l'autre équipe qui peut embarquer, c'est les Pathfinder ou les Fire Warriors. Pathfinder en relance des blesses sur les fusils Ray, peut-être, mais bon, ouais. Le suivant, c'est 2 PC à votre phase de tir. Vous prenez une unité infanterie de votre armée et vous ciblez une unité ennemie qui a été touchée par les tirs de cette unité infanterie jusqu'à la fin du prochain tour de l'adversaire. L'unité ennemie a moins de move, moins de avance, moins de charge. Donc en gros, vous avez tiré sur un truc avec une infanterie, ce machin a moins 2 partout, sauf si c'est un monstre ou un véhicule. Et c'est 2 PC, je crois. Et c'est 2 PC, voilà, c'est cher. Ça, c'est le... En fait, les joueurs taux ne connaissent pas ce stratagème. Voilà, non, on s'en sert jamais. Faut voir que 2 PC, c'est un gros investissement. Et c'est que par une unité d'infanterie. Enfin bon, c'est compliqué à mettre en place. Et ça ne marche pas sur les véhicules. Bon, enfin voilà, ça commence à faire beaucoup. Si vous vous dites que vous allez sauver votre pack de Breacher qui a débarqué, qui a tiré sur un objectif qui est à 10 pouces de l'ennemi et que vous lui mettez moins 2 à la charge,
Moins de mouvement, enfin, une unité, elle va bouger à 4, et ça lui fait quand même une charge qu'à -2. Bon, c'est pas... Voilà, hein, c'est, pour 2 PC, ça vaut pas le coup. Et ensuite, encore pour 2 PC, à la phase de tir de votre adversaire, juste après qu'une unité ennemie ait ciblé une unité taux de votre armée, eh bien, vous avez -1 dégâts. Ça marche Ça, sur c'est tout. très fort. Ça, c'est super. Ouais. Voilà. Ça, c'est très fort, ça vous permet de tanker, et ça tank bien. Sur une voilà. Riptide, sur un... Bah, on a Riptide, Ouais, Godskill, Crisis, tout ça va profiter à mort. Il y a beaucoup de dégâts d'eux. Alors, c'est qu'à la phase de tir. C'est qu'à la phase de tir. Mais c'est déjà pas mal. Ouais, non. Après, voilà, c'est 2 PC. C'est 2 PC. Mais c'est normal. Ça les vaut, ouais. Au niveau des unités emblématiques du détachement, du coup, qu'est-ce que tu mets dans tes listes là-dedans? Ouais, alors, en unité emblématique, donc les Pathfinder. Les Ouais. Pathfinder, en fait, ils permettent d'être infiltrés. Avec On le a drone. avec le drone, c'est ça. On a une possibilité. Donc, ils sont Scout 7, donc ils sont infiltrés Scout 7. Vous avez le T1, vous avancez vers l'adversaire, vous prenez des lignes de vue, c'est autonome, Ils ça se bougent guide de tout 7 seul. pouces, et ils traversent voilà. les murs, parce que eux, ils sont En plus, ouais. donc d'accord, ils vont faire Scout 7, Plus bouge 7 de pouces 7, de move, 14. avec l'advance assaut à s'ils 6, veulent tirer. l'advance à 6 auto si on a besoin, 20. Potentiellement, vous êtes déjà sur le bord de table adverse. Donc, ils ont des lignes de vue tout de suite, ils vont pouvoir tirer, ils vont pouvoir en profiter. Et inversement, vous pouvez les mettre en défense, vous pouvez les mettre derrière pour protéger. Ils ont les grenades, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont de la létalité parce que le pack de Pathfinder, globalement, comment on les équipe? On va mettre sur le chef que du drone de tir, donc le drone Recon qui va lui permettre de tirer. Les deux gun drones en plus qui permettent de rajouter 4 tirs force 5, ce qui fait que le gars tout seul, ça lui fait 14 tirs, enfin à peu près, c'est ça, 12 tirs, plus 1 avec la grenade encore qu'il a derrière. Donc ça fait le chef tout seul déjà qui tire beaucoup. Et derrière, vous avez 3 armes lourdes qui vont être avec un canon à ion, c'est celui qu'on utilise tout le temps. Ouais. Donc c'est le canon à ion, c'est 7-1, 2, c'est 7-1 ou 8-2-2. 8-2, voilà, on surcharge, et on surcharge tout le temps. Voilà. Bon, il touche à 5+, mais il a lourd. Donc, mais ils ont lourd, donc c'est pareil. Début, ça veut dire que mouvement scout, et après vous bougez plus, vous êtes en heavy, vous profitez du heavy, donc vous êtes en 4+. Donc vous avez pris la ligne de vue avec le match. Donc bref, c'est un super pack, ça coûte 90 points, ça fait plein de choses. Ouais. On en met plein toujours. Et puis en fait, entre le mouvement scout de 7, plus l'infiltré, plus le move de 7, plus l'avance auto assist, vous pouvez aussi, si le match-up s'y prête, l'utiliser en cordon pour bloquer l'adversaire chez lui. Hein. Si vous voulez empêcher un chevalier impérial, un chevalier du chaos de sortir de derrière sa rune en traversant les murs, vous mettez ça devant, soudainement il est obligé de faire tout le tour, vous gagnez un tour de plus, quoi. C'est ça. Il y a des trucs intéressants. À 90 points, ça fait un trade assez intéressant. Et après, on a, comme unité iconique, on a le Piranha qui fait aussi un peu la même chose parce que c'est un tout petit châssis qui scoute de 9. Qui bouge à 14, il passe partout, lui, en plus, il est bien. On est sur un petit véhicule, mais qui peut bloquer des passages, parce qu'il est suffisamment large pour bloquer complètement un entre deux ruines. Et il a un fuseur Melta 4. Il a un fuseur Melta 4, et puis il est en du 7 PV, save à 4. Bon, donc voilà, 60 points, ça résiste. Et en plus, à la fin de sa phase de son move, il peut faire des tests de Battle Shock à une unité adverse. Donc, bon, ça fait qu'une unité, peut-être, elle n'utilisera pas Armor of Content, peut-être qu'elle n'utilisera pas une invul en plus, ou des choses comme ça. Puis là encore, ça a utilisé pour prendre des lignes de vue, pour cibler, enfin, guider, quoi. C'est bien. COC2, c'est une super unité. Bon, le dernier détachement, c'est le cadre de riposte, le Retaliation cadre. Donc lui, c'est, en gros, ça va surtout booster les exo-armures, parce que la règle de détachement, c'est dès qu'une exo-armure fait une attaque qui cible une unité dans les 12 pouces, vous avez +1 en force, et si vous ciblez une unité dans les 9 pouces, alors vous avez aussi +1 PA. Donc là, ça booste les 3/4 de l'armée, hein. Faut bien comprendre. Hein. Exo-armure, c'est les Ghost-Kill, c'est les Riptide, c'est les Storm Surge, c'est les Crisis, c'est les Broadside. Non, Storm Surge, je ne l'ai pas. Storm Surge, c'est le pas défaut. C'est le gros défaut. Ça serait quand c'en est gros défaut. Ça devrait, c'est pas logique, mais ça n'en est pas. Les stealths, elles ont bloqué les exo-armures? Oui, les stealths aussi l'ont. Et c'est en infanterie exo-armure, mais ouais. Donc c'est un détachement qu'on voit beaucoup, parce que ça se joue avec de la Crisis. En fonction de la méta, le full Crisis marche. Moi, c'est un gameplay que j'affectionne pas particulièrement, parce que c'est vraiment un gameplay déjà que pour la team, que pour le jeu en team, parce qu'en solo, ça a plein de faiblesses, donc ça marche pas terrible. Toi, t'es le joueur qui n'a que 3 Crisis dans ton armée. Ouais, c'est ça. Et en fait, mais ça marche de toute façon, comme tu dis, surtout sur les stealths, sur les Ghost Kills, sur les... Tu peux tout booster. Donc voilà, le seul défaut de ce détachement, c'est que ça vous force à être à 9 pouces de l'adversaire pour pleinement profiter de ça, mais on va voir qu'il y a des armes. Il y avait un combo, en fait, il était très très joué en début d'édition, parce que il permettait de frapper en profondeur à 3 pouces de mémoire, ce qui fait que du coup, vous étiez avec le +1 PA, avec le +1 force, et à portée de Melta. Donc c'était gratuit, entre guillemets, vous faisiez arriver vos packs de Crisis à fuseur, et vous faisiez il n'y avait plus rien en face, c'était du gameplay, zéro réflexion, je te pose, je te tue, et voilà. Ce qui, bon, du coup, il n'est pas très fun, mais ça a été bien nerfé, puisque maintenant, vous devez arriver à 6 pouces, ou dans les 6 pouces, donc vous n'êtes plus à portée de Melta, ce qui, du coup, marche moins bien.
Alors, les améliorations. au niveau des améliorations, ouais, la première, ça va vous donner un PC sur 4+, dès que vous ciblez votre porteur avec un strata, donc vous récupérez votre PC sur 4+. Bon, si vous avez les points, c'est 25 points quand même, hein, Non, pour un truc très aléatoire. On prend pas. Le suivant, ça va sur un commandeur en exo-armure. C'est à la fin du tour de l'adversaire. Si vous n'êtes pas en portée d'engagement, vous pouvez retourner en réserve. Ça, pour 20 points, c'est pas mal. Ça, on le prend, c'est celui qu'on prend le plus, en fait, hein, parce que ça va vous permettre d'avoir un pack de crisis sur table qui va partir dès le T1 et qui peut refaire T1, du coup. Voilà. Si vous êtes joueur 2, ça arrive dès T1. Donc, vous prenez des lignes de vue grâce à ça, vous pouvez avoir... voilà. Donc Ça donne de la flexibilité quand vous savez pas si vous allez commencer ou pas. Et puis même en fin de partie, bah, s'il est pas mort, ce pack-là, super pour aller faire des secondaires, pour se repositionner. Vous avez ensuite vous avez ensuite la capacité de donner grenade au porteur, et à chaque fois que vous finissez un mouvement normal, vous choisissez une unité ennemie que vous avez survolée, et vous jetez 6 dés sur chaque 4+, vous lui faites une mortelle. Donc en gros, bah, vous gagnez grenade quand vous passez au-dessus de l'ennemi, et en plus vous avez le mot-clé grenade. Voilà. Donc vous pouvez passer au-dessus, faire des grenades, et ensuite à la phase de tir, faire grenade, et ensuite vous tirez. Donc en stade, vous avez fait 6 BM gratos. Encore plus, puisque tu as un stratagème qui permet de faire un double move, qui fait que tu repasses dessus, tu le remets. Donc tu fais triple grenade, ça c'est marrant, ouais, c'est marrant. Et enfin, on en a un qui donne soit touche soutenue, soit touche fatale sur le porteur seulement quand il tire. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est toujours utile, ça dépend du pack. Si on a des points, ça va servir parce que ça rapporte de la létalité en plus, hein, c'est bien. Le premier stratagème, c'est 2 PC, vous ciblez n'importe quelle exo-armure. Si vous avez déjà l'aptitude destruction néfaste, vous choisissez d'exploser ou pas, vous choisissez de faire un 1 ou un 6, donc si vous préférez faire les BM, vous les faites, si vous préférez pas, parce que vous avez vos unités à côté, vous les faites pas, et si vous n'avez pas l'aptitude destruction néfaste sur les véhicules, donc j'imagine que ça doit le faire sur les crisis, par exemple, les crisis, elles l'ont pas. Et bien dans ce cas-là, à la place, vous jetez un dé pour chaque unité dans les 6 pouces, sur chaque 4+, vous faites un des 3 BM, donc vous pouvez choisir d'exploser volontairement. Bon, 2 PC pour potentiellement avoir une chance sur 2 de mettre des 3 BM avec une crisis. C'est pas dingue. Non. Par contre, sur une Storm Surge qui explose... qui n'est pas exo-armure. Non, elle n'est pas exo-armure, toujours pas. Enfin, sur une Riptide, Une Riptide qui, du coup, va péter auto. Voilà, mais du coup, c'est très situationnel. Tu la mets pas devant l'ennemi pas au milieu, non plus, en général. c'est pour ça. Bon, donc pas, 2 PC, c'est un peu cher. Ouais. Pour un PC, ensuite, à la phase de tir ou de combat adverse, vous choisissez une unité exo-armure taux qui se fait cibler par ses attaques, et vous avez un insensible à 6. Oui, bah alors ça, c'est un des stratas défensifs de ce détachement qui est très fort, parce que justement, une Riptide avec 14 PV, le film de Pain Assist, vous allez faire en sorte que c'est un peu comme s'il avait 16 PV, 16 voire presque 17 PV en stats. Donc ça fait passer des caps en plus, et puis ça peut... ça casse les stats. Casser des stats. Ensuite, pour 2 PC à votre phase de mouvement, une unité exo-armure qui est arrivée en frappe en profondeur à ce tour-ci peut être placée à 6 pouces de l'ennemi au lieu de 9 pouces, et évidemment ne peut pas charger, mais de toute façon, vous n'auriez pas chargé. Ils ont nerfé ça en premier, avant même de rectifier le fait que c'est à 9 pouces qu'on gagne le plus 1P, alors qu'avant c'était 6 pouces. C'était 6 pouces, Mais du coup, on le gagnait plus du tout, parce qu'on n'arrivait jamais à porter. Donc là, le plus 1P1, on va le gagner quand même, parce que c'était... plus votre portée de fuseur, on n'a plus le portée de fuseur, c'est un peu moins intéressant. Je pense qu'à 2 PC, c'est trop cher. Mais bon. C'est un peu cher. Et vous allez quand même probablement l'utiliser au moins une fois. On est obligé. En fait, c'est le pack de crisis, c'est un peu gros. Ouais. Et pour le placer, on est un peu obligé d'utiliser des fois si tu veux avoir les lignes de vue. Ouais. Ensuite, pour un PC à votre phase de tir, vous ciblez une unité exo-armure. Si vous ciblez une unité qui a 6 modèles ou plus, vous avez touche soutenue. Et si vous ciblez une unité qui a 11 modèles ou plus, vous avez touche soutenue 2. Ouais. Ça, c'est un régal cool, sur la masse. Parce que là, t'affrontes des orques, une bande de 20 boys, soudainement touche soutenu 2 sur du volume, c'est dur. Hein. Ouais. Non, mais l'avantage en plus, c'est qu'on a des crisis qui relancent toutes les blesses, toutes les touches quand l'unité en face est full vie. Et donc là, typiquement, on imagine un full relance des touches avec un sustain 2. Vous relancez tout, vous allez chercher les 6, là, parce que ça fait des trucs qui craquent complètement. Carrément. Ensuite, pour un PC à la phase de tir, une unité exo-armure qui peut voler et dont les attaques ont déjà été résolues, donc qui a déjà tiré. Si cette unité n'est pas en portée d'engagement, alors elle peut faire un mouvement normal. Donc comme on l'a vu, le commandeur qui a le petit bonus, il refait du coup, il passe une fois au-dessus, il tire dessus, il repasse encore au-dessus, t'as fait 2 fois les mortels. Pour un PC, tu l'as peut-être mis une grenade en plus. Voilà. Donc t'as acheté au total 18 D6. Sur chaque 4+, et une mortelle, ça fait 9 BM quand même, mine de rien. C'est le stratagème qui permet le détachement en fait. Oui, parce que sans double move, il n'y a pas de détachement. C'est ça. Après, on rigole sur le commandeur, mais ça marche sur n'importe quelle unité qui a shooté, vous vous recachez derrière. C'était le gameplay que moi j'adorais en 3ème édition, avec toutes les crisis l'avaient. Vous les sortiez, vous tiriez, vous vous recachiez, c'était merveilleux. Ouais, mais il n'y avait pas de décor sur la table, on jouait avec 3 cartons de pizza. C'est vrai. C'était drôle. Non, mais mes adversaires me détestaient. Ouais. Un PC, sinon, à la fin de la phase de charge, enfin, à la phase de charge adverse,
quand l'adversaire vient de finir sa charge, vous ciblez une exo-armure et vous forcez un test d'ébranlement sur l'adversaire. Et en plus, vous jetez un dé pour chaque figurine dans l'unité ennemie. Sur chaque 6, vous faites une BM. Bon, ça c'est relativement le test de Battle Shock c'est le test de Battle Shock qui est utile parce que pas de stratagème, pas de reprise d'objectif sur un secondaire. Voilà, il y a plein de trucs qui s'activent où l'adversaire va vouloir se donner un lance, un plus un PA, voire une armure du mépris sur une Overwatch, des choses comme ça. Et donc les BM, c'est très anecdotique. Hein. Bon, si vous faites charger par 10 cultistes, il y en a peut-être 3 qui vont mourir, waouh. Mais c'est surtout le test de Battle Shock qui peut faire que ça va vous sauver un primaire. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, du coup, qu'est-ce que tu joues, à part des exo-armures, bien sûr? Ouais, bah, c'est un peu ça, justement. Hein. Tu joues de l'exo-armure et tu joues Farsight dans ce détachement. Tu le mets dans un pack de lance-flammes là, de Crisis. L'avantage, c'est que bah, du coup, on a des lance-flammes qui vont fait à 6 assez facilement, puisqu'il réduit le coût des trucs. Plus un bless, parce que Farsight donne plus un bless à 9 pouces, vous êtes à 6 pouces potentiellement. Et de la PA. Les lance-flammes vont gagner 1 en PA si on tire sur de l'infanterie, plus 1 encore en PA grâce au détachement, plus 1 en force, etc. Alors là, ça commence à saturer, ça commence à faire plus un force, plus un PA, plus un bless, et le stratagème à moins un PC en plus si vous en avez besoin pour la FEP, c'est quand même pas mal. Après, c'est vrai que Farsight, il est assez décevant, parce que pour le, entre guillemets, peut-être le meilleur commandeur tôt, bon, en du 5, 8 PV, save à 2, un vulna 4 au C2, et après au tir, il a un fusil à plasma PA-3, dégâts 3, surtout ça. avec 2 tirs. Bon, son arme de corps à corps est rigolote, mais 4 attaques, force 10, pas moins 2, dégâts 3, c'est pas un perso de CAC par rapport à d'autres persos de CAC dans d'autres armées. En fait, c'est pas très logique parce que normalement, il est censé être fort au CAC quand même, donc il devrait avoir des armures. Il devrait être dissuasif un minimum au CAC. Il peut pas utiliser de drone. Il n'a pas de drone. Alors pourquoi? On sait pas. Il a une super armure, ça lui donne un châssis globalement qui est très proche des armures en forceur ou des Colstar. Hein. Mais bon, qui est pas fou non plus. Non. En fait, c'est par rapport à son coup en points, ok. Mais en fait, on voudrait un commandeur à 130 points et qui casse des culs. Quoi. Ça n'a pas besoin d'être Gilliman ou le Lion, mais c'est vrai que le commandeur Super M, enfin bon, Renégat si vous voulez, des taux à 85 points, bon, c'est un peu, la déception. Qu'est-ce qu'on joue d'autre? On peut jouer, donc après, ça va être vraiment sur les packs de Crisis qui vont être accompagnés d'un commandeur qui va leur donner soit l'assaut avec, l'assaut puis le plus 4 en move grâce au Colstar, soit le moins 1 PA pour tanker. Voilà. Typiquement, la Crisis, ça peut surprendre, mais c'est un gameplay qui force à aller chercher ses lignes de vue. Donc on va devoir se mettre en difficulté, on va devoir s'exposer, etc. L'avantage, c'est que c'est pas des unités très chères, donc on peut multiplier les ressources et polariser la game d'un côté ou de l'autre pour saturer en cible l'adversaire, ce qui fait que c'est plus trop tiré parce qu'il y a trop de cibles à gérer. Et en même temps, vous avez énormément de létalité et tout ça. Et c'est des châssis que si l'adversaire n'a pas les armes, faut voir que le pack de Crisis c'est entre 110 et 140 points. Pour Endu 5, save à 3, 4 PV au C2, un Vulna 4 avec les boucliers, et potentiellement 5 PV si vous avez les drones qui vont bien. Donc, les trucs à 5 PV avec une Invulna 4, c'est chiant. Voilà, globalement, ce que vous allez voir, c'est que dans les squads de 3 Crisis, on met 2 drones boucliers, qui fait qu'on va avoir 14 points de vie dans les squads. Et pas 15, parce que 15, vous passez le palier Brigade Down. Oui. Donc en gros, on reste à 14. Donc il y en a une qui a 4 points de vie souvent, et 2 qui en ont 5. Ça, c'est la carte de secondaire, abattez-le. Hein. Vous marquez 4 points, mais vous pouvez en marquer plus si l'adversaire a plus de certains PV dans l'unité. Comme on est full véhicule dans ce genre de liste, l'adversaire aura tendance à prendre ça pour faire du scoring, mais l'unité qui a moins de 14, qui a 14 points de vie ou moins ne rapporte que 2 points, alors que dessus, c'est 4. Ou 3, je sais plus. Et derrière, on va pouvoir contrer ça avec de l'unité un peu plus élite, déjà, parce que, mine de rien, dès que vous commencez à avoir des grosses saves, même s'il y a de la PA-1 en plus sur le détachement, il n'y a que les fuseurs qui vont vraiment être efficaces au niveau de la PA, ou les plasmas qui sont très peu joués, parce que pas assez de tirs. Et donc, vous allez contrer ça en ayant une bonne prise de map, en ayant de la rapidité de la projection, et en ayant suffisamment de létalité au corps à corps pour sortir les crises. Il faut savoir que toutes les crises ne peuvent pas désengager tir, donc elles peuvent tirer dans le CAC par contre quand même, mais si vous avez des châssis un peu costauds, type les gardes sanguiniens, typiquement, ça peut être un peu l'horreur, des Terminators, des choses comme ça. Tu tires dans le CAC, mais t'es à -1, ta touche de base c'est 4+. Non, bon, c'est pas fou. C'est pas incroyable. Mais c'est vrai que moi, les crises, je les trouve assez décevantes dans cette édition. Alors, il y a plein de gens qui les jouent, qui les aiment bien.
Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'on n'a pas, on n'a pas le côté élite mobile, enfin force d'intervention, typiquement du monde K, où tu balances tes crisis à l'endroit où tu en as besoin En et fait, tu massacres. le gros défaut des trouve que c'est crisis dommage, de cette version, voilà, je suis d'accord, c'est que c'est des véhicules, ils traversent pas les Ils murs. traversent pas les murs. On aurait aimé qu'ils aient un truc un peu comme les Shining Spear, là, c'est-à-dire qu'ils ignorent les mouvements verticaux. Oui, voilà. Et à ce moment-là, ça leur permettrait de vraiment passer d'un côté du mur C'est à ça. l'autre. Et là, on commencerait à avoir quelque chose d'intéressant. Alors, ça demanderait un rééquilibrage, évidemment. Bien sûr, en termes de points, Mais pour le thème, moi, c'est comme ça que je préférerais les jouer. Donc, c'est-à-dire que vous, en tant que joueur tôt, moi aussi, c'est pareil, enfin, je dis ça parce que quand j'ai commencé tôt, c'était vraiment le skin des Crisis qui me rebutait un peu, parce que c'était un vieux, là, ils ont été refaits, ça va. Foufou, ouais. Bon, je les trouve toujours pas incroyables. On peut jouer tôt sans jamais toucher au Crisis, Oui. ça marche très très bien. Hein. Voilà. C'est pas fluff du tout, par contre. on peut jouer full Crisis à l'inverse. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de comment vous allez kiffer de jouer ces. Bon, du coup, on a passé en revue toutes les unités emblématiques de tous les détachements, avec tous leurs stratagèmes, leurs amélios, etc. En conclusion sur le Codexto, en termes d'amical, il y a plein de choses à faire. Tous les détachements sont praticables en amical, ils ont tous de l'intérêt. Plus ou moins facile à prendre en main, mais globalement, tout est jouable. C'est ça. Faut vraiment avoir une table chargée. Faut pas hésiter à mettre de décors, parce que sinon vous allez vous ennuyer. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, hein, ça sert à rien d'avoir des parties qui vont dans un seul sens. Voilà. Ça n'a aucun intérêt. Quand quelqu'un joue tôt sur la table, assurez-vous quand même d'avoir au moins le même nombre de décors type ruine que ce que met Games Workshop dans ses patrons. Vous les placez comme vous voulez, symétrique, pas symétrique, on s'en fiche. Voilà. Mais il faut avoir des trucs qui bloquent les lignes de vue, parce que sinon, effectivement, vous allez avoir cet effet j'ai débuté le jeu, mon pote joue les taux, et j'en ai ras le cul, je déteste Warhammer 48 parce qu'il me roule dessus tout le temps, c'est pété, c'est nul. Hein, quasiment tous les gens qui ont affronté les taux la première fois ont ressenti ça. Bref, on va s'arrêter là. On vous rappelle que vous avez 2 manières de soutenir la chaîne maintenant. Vous avez toujours My Hobby Place, le lien est dans la description. Quand vous achetez chez eux, c'est moins cher que chez Games, et nous, ça va nous reverser une petite commission. Et vous avez maintenant la page Tipeee, vous voyez à l'écran les gens qui nous soutiennent actuellement sur cette plateforme. On va rien vous cacher derrière ça, c'est juste pour nous aider à acheter du meilleur matos, du meilleur son, de meilleures caméras, et faire de meilleurs rapports de bataille, de meilleures vidéos comme ça. Donc le lien, là aussi, est dans la description, n'hésitez pas à faire un tour. Merci à tous d'avoir regardé, et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao. Ciao.